tous et bienvenue pour ce premier épisode des gens à la caméra. Ouais. On est tous une bande de potes, on s'est réunis pour faire un podcast pour parler du cinéma. Et les gens à la caméra, 50% fun, 50% passion. Ouais. Alors, ouais. Allez, Alors on en du fait. coup, les gens à la caméra, le nom est venu de... En fait, on avait eu l'idée, grâce à un film de Dziga Vertov, un film soviétique qui s'appelle Les gens les gens à la caméra. L'homme à la caméra. L'homme à la caméra. Putain, et le truc, c'est qu'on s'est dit, vu qu'on est plusieurs et que... Bon, là, on est que des mecs, mais peut-être qu'un jour, une femme nous rejoindra dans l'équipe, on sait pas. Mais on allait appeler ça les gens à la caméra, parce qu'on est cinéphile et pas misogyne. Ah. Bien vu. On précise, ce premier épisode, c'est un peu un crash test. C'est-à-dire que, voilà, on n'était pas non plus ultra organisé, mais Pas du tout c'est un truc organisé. amateur, mais on s'est dit, voilà, tant qu'à faire, on va essayer sur un premier épisode de voir comment ça tient la route. On avait quand même une petite organisation malgré tout. Et avant de passer, on a différentes rubriques. Le sommaire, c'est que je vais faire une petite présentation de toute l'équipe, même de ceux qui ne sont pas là. Ensuite, on va évoquer l'actualité du moment, c'est-à-dire les dernières sorties, les dernières news, etc. On va passer au thème principal que je ne vais pas spoiler, mais qui concerne un point important du cinéma, notamment du cinéma américain. Et ensuite, nous irons parler de nos derniers coups de cœur cinématographiques, enfin même sériels, sait-on jamais, parce que la télévision est la petite sœur du cinéma. Même si Marco sera pas d'accord avec ça. Alors, bon, moi j'aime bien. Bah t'aimes bien, mais t'es pas non plus un grand fan des séries télé, quoi. Ouais, c'est Ah, moi non plus. Ouais. Moi non plus. À part si c'est Sam et Ismaël qui fait une série télé, quoi. Ouais, exactement. Ah ouais, exactement. C'est une- Bref, du coup, après ça, nous allons passer à l'instant sans prise de tête, qui, comme son nom l'indique, est un instant sans prise de tête. Voilà. Wow. Alors, les petites présentations. On va commencer. Il n'est fan du cinéma américain que s'il s'agit de Cassavetes ou Lynch. Il adore citer André Bazin. Il rêve chaque nuit d'Anna Karina. Et tel Henry Hill dans Les Affranchis, il a toujours rêvé d'être gangster. C'est Marco. Ouais. Ouais, Marco. Marco, Ouais. comment vas-tu? Ça va, ouais, très content d'être ici. Je me régale. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est le Henry Hill de la bande. Alors, c'est notre expert du cinéma burlesque, que ce soit Keaton, Chaplin, Max Linder ou les Marx Brothers, le cinéma muet n'a aucun secret pour lui. Il est en croisade personnelle contre Griffiths, mais il défendra toujours la nouvelle vague et on ressort toujours grandi d'un débat avec lui. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Jordan! Merci, merci. Ouais, je pense que les termes ont été dits. Alors, Hein. ça va Jordan? Ça va, ça va. Ça va, hein. J'ai essayé de te résumer disons un peu, mais... Ouais, j'aime bien. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Ça va? Ça va. J'aime bien. Bon bah nickel. Alors, la curiosité est sa plus grande vertu puisqu'il a toujours soif de connaissances et de cinéma. Parmi nous, c'est le grand amoureux de la prélogie Star Wars, de Mission Impossible 2 et de Stanley Kubrick. C'est aussi le pourfendeur des biopics musicaux comme des élitistes. Voici Sébastien. Ouais. Comment ça va Seb? Ah bah ça va bien, hein. À part que je précise que j'ai pas vu le film de Verto. Voilà. Mais ça peut pas rassurer moi non plus. Hein. Aïe. Mais bref, la prochaine. Ça, c'est le musicien de la bande. Il connaît aussi bien le solfège que Sunset de David Lynch. Et malgré qu'il pense à tort que Casino est un meilleur film que Les Affranchis, que le rap français surpasse le rap US, que le cinéma de Xavier Dolan est le meilleur sur Terre, bah c'est un gars tout à fait sympathique. Mesdames et messieurs, Pablo. Palmarès sympathique. Voilà, C'est beau, il a été allumé un peu dans sa présentation. Ça va, ça Tout ce que t'as dit, frère. J'ai fait dingue. Bah bon, mais ça va, mais là c'est Pablo je crois. Donc, Pablo, là. t'admets que tu penses à tort que Xavier Dolan est un mauvais cinéaste. Mais Casino, Je pense que... Aïe. Casino, franchement, je suis tout à fait d'accord.
Casino est meilleur que les Casino, enfants, je pense. Mais attends, comment ça, t'es d'accord? Non, ce que t'as dit, je suis tout à fait d'accord. Il pense à tort, ouais. Ah, d'accord, je pensais que Je pense pas t'avais à tort, changé le c'est score. juste que vous ne comprenez pas le cinéma, mais ça, On va passer à deux absents qui ne sont pas là pour le premier épisode. Bon, celui-là, c'est un peu... bon, il est pas là aujourd'hui, enfin, il est pas là ce soir, mais en toute logique, il devrait peut-être, éventuellement, venir en cours d'épisode. Et on préviendra nos auditeurs et nos auditrices, si tant est qu'il y en ait. Alors, La confiance est là. il est là, prêt à bondir sur quiconque critique Guy Ritchie ou à s'entendre avec le premier qui pense comme lui que Tarantino est un piètre faiseur. Il défend avec passion le cinéma américain, qu'il soit populaire ou indépendant, qu'il soit récent comme de patrimoine. Voici Maxime. Nick Tarantino. Tout de suite. Mais direct. heureusement que tu n'es pas là, parce que je vous aurais allumé tous les deux. Nick Tarantino. Non, t'es sûr. Ah, ça, c'est bien. Et comment ça va, Maxime? Ah merde, c'est vrai, il est pas là. Ça arrive pas mal. Alors, quand il se lève chaque matin, il fait une prière en direction de Tom Cruise. Il mange Tom Cruise, il respire Tom Cruise, il pense Tom Cruise. Il aime beaucoup voir des films avec Tom Cruise. Et quand il ne fait pas des sacrifices rituels au nom de Tom Cruise, il va très souvent aux States, il visite Hollywood, et on a en commun de vouloir rentrer dans ce monde fabuleux qui est Hollywood. Et impitoyable aussi. Ah, et petite précision, il adore Tom Cruise. C'est Eloane. Oui, Tom Cruise. Eloane n'est pas là ce soir parce qu'il est actuellement en vacances aux Bahamas. Voilà. Il a pas de ça à faire, était à ok. Miami il y a 2 jours. Non mais vraiment. Il a eu un Il gros était cachet en- pour le il podcast était- aussi, c'est pour ça qu'il profite. Et enfin, il aime le cinéma hongkongais de tout son cœur. Il voue un culte à Martin Scorsese et il est autant capable d'apprécier le cinéma populaire que des films hongrois de 7 heures comme Satan Tango. Il est bercé par les écrits de Michel Simon et de Serge Janet, mais aussi par les films du Nouvel Hollywood et de François Truffaut. C'est moi-même, Anis, votre présentateur. Bon, alors, maintenant que les présentations ont été faites, on va passer à la partie actualité. Et tout d'abord, on va pas traiter de quelques infos, on va essayer d'échanger, de débattre sur si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, comment on réagit à telle information, telle sortie de la semaine. Enfin bon. Et on va aussi évoquer les sorties importantes du mois. Alors, première info, les Césars qui se sont tenus samedi, c'est bien ça? Non, vendredi. Ah, vendredi. Ah oui, vendredi, pardon. Donc, la cérémonie des Césars qui s'est tenue vendredi. Alors, bilan, le palmarès des Césars, meilleur film pour Anatomie d'une chute, meilleure réalisation pour encore Anatomie d'une chute de Justine Triet, meilleure actrice Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, meilleur acteur, putain, je sais pas prononcer son nom, Ah, son nom, il est dur, ouais. Arié Vortalter. Le mec du procès Goldman, quoi. Ouais, le gars du voilà. procès Goldman, voilà. Ouais, voilà. Il a eu meilleur acteur, et on rappelle que le procès Goldman est un putain de film. Meilleur acteur dans On un rappelle second tout. rôle, Swan Arlo pour Anatomie d'une chute, qui décidément est en train de devenir le sex symbole français de Hollywood. Meilleure actrice dans un second rôle, Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. Mérité. Révélation masculine pour Raphaël Quenard pour Chien de la Casse. Ouais, Que Chien de la Casse. Ouais. Ouais. Révélation Oui. féminine, Ella Rumpf pour le théorème de Marguerite. Meilleur scénario original, Justine Triet, Arthur Harari pour Anatomie d'une chute. Et je rappelle que Arthur Harari est un putain de scénariste et d'acteur. Et de cinéaste. Meilleure adaptation, Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour L'amour et les forêts. Meilleur premier film, Chien de la Casse, réalisé par Jean-Baptiste Durand. Ouais, parce que Chien de la Casse, c'est une tuerie. Meilleur film d'animation, Linda veut du poulet, réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Meilleur film documentaire, Les filles d'Olpha, de Kauter Benania. Meilleur film étranger, Simple comme Sylvain pour Monia Chokri, qui est une masterclass.
Meilleure musique originale, Andrea Laszlo De Simone pour Le règne animal. Meilleur son, Fabrice Osinski, Raphaël Soyer, Mathieu Fichet et Nils Barletta pour Le règne animal. Meilleure photo, David Caillé pour Le règne animal. Meilleur costume, Ariane Dora pour Le règne animal. Ça fait beaucoup de Le règne animal. meilleur, meilleur, meilleur décor, Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires. Fraude. Meilleur effet visuel. Meilleur effet visuel, Cyril Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autré pour Le règne animal. Encore Le règne animal. Meilleur montage, Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute. Encore Anatomie d'une chute. Meilleur court-métrage de fiction, L'attente, réalisé par Alice Douard. Meilleur court-métrage documentaire, La mécanique des fluides, réalisé par Gala Hernandez Lopez. Meilleur court-métrage d'animation, Été 96, réalisé par Mathilde Bédoué. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est le palmarès C'est déjà complet. pas mal. Un bilan adressé ou... Ouais. Bah, moi, je Bah, valide Anatomie d'une chute. Anatomie Je d'une note chute, qu'il y a... mérite Attends, tout avant écrit. qu'on... Attends. Avant qu'on passe au bilan, je tiens à rappeler qu'il y a eu, en plus du palmarès complet, je vais faire un petit récap, il y a eu aussi des trucs. Notamment que Christopher Nolan a reçu son César d'honneur, qu'il était également venu pour recevoir son prix déjà, pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi parce que Oppenheimer était sélectionné dans la catégorie meilleur film étranger. Il y a eu Il a perdu. ce temps fort du festival qui était le discours de Judith Godrèche. En ce moment, il y a une polémique autour de l'industrie du cinéma, du fait que Judith Godrèche a été... je connais assez mal l'info, mais elle a porté plainte pour agression sexuelle contre Benoît Jacot, je crois que c'est ça son nom, c'est Ouais. ça? Ouais, Et c'est Jacques ça. Dorion. Voilà. Elle a porté plainte contre Benoît Jacot. Elle a dénoncé le système cinématographique français qui est, disons-le, pourri. En tout cas, elle a notamment cité, elle a notamment dit le fait que le cinéma français ne devrait pas couvrir un trafic illicite de jeunes filles. Donc ça, c'était un des temps forts attendus du festival, en plus de la récompense de Christopher Nolan. À côté, il y a eu quelques discours qui ont été remarqués, notamment pour leur engagement politique. Il y a eu, par exemple, le discours de remerciement de Kauter Benania et le discours de le gars du procès Goldman, qui était assez engagé pour soutenir tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il y a eu notamment aussi... qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, il y a eu le discours de Raphaël Quenard pour soutenir les agriculteurs. Et je crois que c'est tout. C'était tout. Donc voilà. Bah moi j'ai bien Qui aimé veut aussi dresser un la gifle sur Will Smith. le gars tellement en retard. Ah là là. Et on peut saluer le sketch de Paul Mirabel aussi. Ouais, le sketch de Paul Mirabel était pas mal. On est passé C'est de mauvais, ouais. Inception à À Deception. Deception. À Deception, c'était fort. Bref, là sérieusement, qui veut parler en premier Moi. pour dresser un Moi, je veux bilan? bien. Donc, je suis loin d'avoir vu tous les films récompensés et nominés, mais je peux que valider les prix qu'a reçu Anatomie d'une chute. Et je dois souligner que je crois que c'est la 3e fois seulement dans l'histoire qu'un film enchaîne la Palme d'Or et le César du meilleur film. Et je dois souligner que Anatomie d'une chute est nominé pour le meilleur film aux Oscars. Donc, est-ce qu'il aura le prix? Sûrement pas. Mais ça montre quand même que c'est un film important et qui restera, un film qui restera dans l'histoire du cinéma français, au-delà pour ses prix, mais aussi pour tout ce qu'il y a eu autour de la réalisatrice Justine Triet, qui a fait un discours très mémorable à Cannes, qui a fait beaucoup parler, qui était très engagé politiquement. Donc, je pense que c'est un film important, que ça soit pour ce dont est question dans le film ou pour ce qui s'est passé autour. Donc je suis vraiment content que ce film soit récompensé. Sinon, Adèle Exarchopoulos mérite largement son prix de meilleure actrice dans un second rôle pour Je verrai tout au visage, car elle était vraiment exceptionnelle dans le film, disons-le. Puis voilà. Donc c'était tout ce que je voulais dire. Anatomie d'une chute, c'est un film excellent qui mérite d'être récompensé. Voilà. Du coup, je voulais dire, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Anatomie d'une chute, perso,
j'adore le film, et franchement, passer après Titan, la Palme d'Or de Titan, qui était une fraude, et la Palme d'Or de Triangle of Sadness, sans filtre, qui était aussi une fraude. Bon film, bon film. Franchement, je suis. Oh, franchement, Ruben Ça va. Östlund, je peux pas me le voir. Moi, C'était pas me le sympa. voir. c'est un bon film. C'était sympa, moi j'avais bien Et aimé. du coup, Mais ça vaut pas. moi je peux. Bah, je suis d'accord. Je peux pas saquer. Mais du coup, ouais, Anatomie d'une chute. Franchement, ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est un grand film, disons-le. C'est peut-être pas mon film français préféré de l'année dernière, parce que Ah bon, c'est quoi? il y a eu le procès Goldman. Alors, franchement, je t'avoue, Chien de la casse, le procès Goldman, j'ai déjà été beaucoup plus conquis par ces deux films que par d'autres. Et puis, et Yannick aussi de Dupieux. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est aussi, oui, quand tu disais par rapport à Je verrai toujours vos visages, je vais le dire tout de suite, je suis pas un grand fan du film, mais je suis d'accord, Adèle Exarchopoulos livre une prestation tout à fait grande, disons-le, parce qu'elle est Adèle Exarchopoulos, quoi. Bon, c'est pas un argument, mais bon. Mais Elle entre a fait Je marquant, verrai bon. toujours au visage, c'était. De quoi? Son rôle est assez marquant. Je trouve que c'est le rôle le plus Ah marquant. oui, oui, son rôle est assez marquant, et puis je suis pas un grand fan du film, mais tout le cast dedans est assez dingue. Même Gilles Lelouch, faut le Mais souligner voilà. quand même. Ouais, même Gilles Lelouch. Mais après, Gilles Lelouch est très bon acteur, donc ça va. Oui, je sais. Non, mais du coup, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, Pablo. Donc, et il me semble que la parole devait revenir à Jordan. J'accuse. C'est bien ça. Ouais, Moi, j'accuse. moi je Qu'est-ce devais Pablo simplement dire que niveau Ah, anatomie on a un fan de Roman Polanski. Bref, désolé, je t'ai coupé. Vas-y, parle Jordan, désolé. Je non, tenais à répéter mais celle-là. je devais juste faire une remarque pertinente à propos d'anatomie d'une chute. Je suis pressé de voir l'anatomie de la chute du podcast. Voilà, c'est tout. T'es tellement pas confiant. Ah putain, c'est tout ce que t'avais à dire. Mec. Non, en vrai, le truc sérieux que je devais dire, c'est que je revendique que pour le meilleur film étranger, ça devait être Les Feuilles Mortes de Kaurismäki. Voilà. Ah putain, les feuilles mortes, c'était. C'est Ah un ouais, putain de faut que film, je le parce voie. que vraiment, le truc. Franchement, je t'avoue, t'as des gens qui ont été vraiment des sacrés cons sur Twitter parce que ils arrêtaient pas de dire ouais, Jordan, Nolan a fait le déplacement. Nolan a fait le déplacement depuis les États-Unis parce que Oppenheimer était nominé pour meilleur film étranger. J'avais envie de leur dire, les gars, si on doit remettre une récompense parce que telle personne d'un autre pays Déplacé. fait le déplacement, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Mais l'expression de ringard. Bref, le truc c'est que ouais, dans la catégorie, il y avait quand même les feuilles mortes de Kaurismäki qui Qui est nous vient de dingue. Turquie. Ah non, pardon. De quoi? Finlande. Finlande, pardon. Ouais, qui est J'ai finlandais. confondu avec les herbes sèches. Non, les herbes cherchent. Les herbes cherchent. Les herbes sèches. C'est devenu riz Les bilge. herbes sèches, le Ceylan, il est turc de mémoire. Voilà. Ouais, il est turc. Ouais, mais D'ailleurs, je vous bref. recommande, il était une fois en anatomie. Voilà, au passage. Ouais, que je dois rattraper. Bref, il y avait le Kaurismäki qui est finlandais, qui est dingue. Il y avait le Wim Wenders qui est Ah ouais, Perfect Perfect Days. Japonais. Days. Ouais, qui est tout à fait superbe aussi. Et ensuite, bah, il y avait celui qui a été récompensé, Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, qui mérite sa récompense, mais le problème c'est que t'as trois dingueries dans la même catégorie. Je me demande comment ils ont pu départager ça parce que je suis content pour Simple comme Sylvain, mais de l'autre côté, je suis déçu pour le Kaurismäki et pour Wenders. Ouais. Ouais. La parole revient à Marco. Ouais, moi je voulais rebondir sur ce que disait Pablo, comme quoi meilleur film, il parlait d'Anatomie d'une chute. Moi je suis pas trop d'accord non plus parce que je trouve que en fait c'est la cérémonie des Césars. On est des fans du cinéma d'auteur français en France et je trouve que moi Chien de la Casse c'est plus un film d'actualité française et un film qui respire plus le cinéma d'auteur français que Anatomie d'une chute.
Parce que J'ai pas vu Anatomie c'est d'une un chute, chien de la casse, donc je peux pas te dire. ouais, mais Anatomie d'une chute, c'est un très bon film, je trouve, mais c'est un film très, comment dire, très esthétisé, j'ai envie de dire anglais slash américain, parce qu'il vise un public international. Peut-être pour ça qu'il a beaucoup marché. Là où Chien de la Casse, ça parle plutôt de la dépression dans les villages, ou plutôt les gens qui ont rien à faire, ou la nouvelle génération qui émerge, dont Raphaël Quenard. Et moi, je trouve que c'est un film qui mérite plus le César du meilleur film, parce que je pense que c'est un film qui résonne dans beaucoup plus de têtes en France qu'Anatomie d'une chute, qui est un film de procès, quoi. Voilà. Alors, non, mais je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. Le truc, c'est que même si je préfère largement Chien de la Casse à Anatomie d'une chute, quand tu disais que ça a été pensé pour draguer un public américain et que c'est pour ça qu'il a du succès, franchement, je me pose la question parce que t'avais le gamin de Anatomie d'une chute, Milo Machado Graner, qui avait dit ouais, ce film n'a pas été pensé. Ils avaient pas vu le succès venir, quoi. C'est-à-dire que sans la Palme d'Or, Bah, la le Palme d'Or, film aurait. ça change tout. C'est ça, la Palme d'Or, Faut ça a avoir tout changé, conscience que. ça a fait rayonner le film à l'international. Là, t'as comment ça s'appelle? T'as Justine Triet, elle est en train de vivre le même truc que Bong Joon-ho il y a 4 ans. C'est-à-dire que Hollywood lui fait les yeux doux, quoi. Mais t'as le gosse de Anatomie d'une chute, il avait dit que s'il n'y avait pas eu le tremplin de la Palme d'Or, ils n'avaient pas pensé que le film serait un succès, quoi. Que ce soit public, que ce soit critique. Ils pensaient pas que ça allait s'exporter, que ça allait être un succès pareil, quoi. Donc, ouais, de l'autre côté, c'est vrai que c'est pas un film qui parlera forcément à tout le monde, même si Justine Triet l'a pensé en tant que. Comment dire? Quand elle a fait le film, elle l'a pensé. En gros, elle l'a écrit avec son mari qui est Arthur Harari. Et il l'avait pensé comme une façon de décrire le couple, quoi, mais genre, pas forcément le couple anglais, mais le couple français. Bref, Ouais. je suis pas Ouais, mais sûr que c'est ce soit surtout, clair. moi, Vas-y, ce que je dis, voulais dire, c'était dis. que ça s'exporte plus parce que déjà, tu as la langue, tu vois. Genre, rien que le fait que Ouais. la moitié du film soit en anglais, déjà, c'est un facteur pour les Américains, les anglophones ou même les gens de manière générale. Et le sujet, je trouve que c'est un sujet qui peut être traité partout, tu vois. Parce que la justice, c'est un truc, un peu le côté Ouais. meurtre, slash mystère ou un truc comme ça, ou le chien de la casse, c'est un truc très spécifique, c'est les campagnes françaises, tu vois. C'est pas pareil Ah, partout. ah, là, pour le coup, je te comprends mieux parce que bah, les Américains, ils ont fait des tas de grands films de procès, c'est-à-dire JFK, Ouais, 12 hommes en colère de Lumet. Euh, ouais, euh, voilà quoi, il y a des tas d'exemples. Et puis le truc, c'est que tu l'as bien dit, c'est-à-dire que Chien de la Casse, c'est un film qui parle beaucoup plus de la France en elle-même. C'est un film sur la banlieue, disons-le. ouais. C'est un film sur l'amitié masculine. En gros, c'est un peu comme les Banshees d'Inisherin, mais Mhm. Ouais. dans la banlieue française, quoi, dans la campagne française, dans le petit village du sud de la France. Et c'est un peu un film de terroir, quoi. C'est-à-dire, on se concentre sur une partie spécifique de la France. C'est vraiment un film qui va parler que aux Français, quoi. Ouais. Voilà. Bah, c'est ça le problème, Donc, c'est que c'est ouais, je suis. César, quoi. Ouais, bah après. Ouais, je pense que, disons-le, je pense que les Césars, bon, comme toute cérémonie, à part si, comme toute cérémonie, ils essaient de profiter un peu de l'engouement de quelque chose, quoi. C'est-à-dire que Ah oui. quand ils ont vu que voilà, t'as Anatomie d'une chute, il va carrément aller aux Oscars pour meilleur film et meilleur film étranger. Je pense qu'ils ont voulu profiter de la hype autour, donc c'est triste, mais d'une certaine façon, c'est normal que Chien de la Casse soit un peu snobé, quoi. Et ça me fait chier, mais bon, au moins il a remporté 2 récompenses, et 2 ou 3 récompenses, je sais plus. Et Surtout, il y a le Golden Globe, Ouais. il y a le Golden Globe entre ouais, où, en gros, ça n'a jamais ouais, été ouais, gagné par un film le non Golden américain. Globe, Merci, Et Mario. pardon, ouais, mais ça c'est une première. Anatomie d'une chute n'est pas nominé pour meilleur film étranger aux Oscars. Seulement pour meilleur Non, film. Ouais, Non, meilleur non, film. non. Parce qu'en fait, je crois que pour meilleur film étranger, chaque pays donne un film et après les Oscars choisissent parmi ces films-là. Ouais, ouais, Et ouais. si j'ai bien compris, c'est pas Anatomie d'une chute qui a été distribué Non. pour C'est concourir pour aux son Oscars. histoire politique. bah ok, bah merci de d'avoir rectifié cette erreur. Et pour finir sur les Césars, Sébastien,
Moi, du coup, Marco a dit un peu ce que je voulais dire sur le meilleur film, à savoir que j'aurais préféré aussi que Chien de la Casse soit le meilleur film, parce que je trouve Mhm. Anatomie d'une chute surcotée, mais là c'est que subjectif, c'est que mon avis. Et il y a une catégorie auquel je voudrais bien revenir aussi sur les Césars, c'est le meilleur film d'animation, où il y avait que 3 nommés, je crois. Enfin, je sais pas si c'est comme ça chaque année, mais c'est couronné du César. Donc de Jérémy Perrin, je crois. Vraiment, le film avait l'air vachement intéressant. Et Linda veut du poulet, qui est sur ma watchlist Letterboxd aussi, qui donc a eu le César Alors, du meilleur film d'animation, ouais. qui là m'intéresse aussi. Et du coup, je suis ravi que Raphaël Quenard ait eu du coup au moins un César pour sa révélation masculine. Il aurait pu, je crois, Ouais. avoir un autre César pour le meilleur acteur. Mais il l'a pas eu, hein. Enfin voilà, après je crois que le mec du procès Goldman il jouait pas mal aussi dans le film, donc voilà. Le problème, Alors, c'est qu'il a été sélectionné pour Yannick. Il a été sélectionné Ouais, pour Yannick en meilleur acteur et je trouve qu'il joue mieux dans Chien de la Casse que dans Yannick. après, moi, ouais, ouais, Yannick, il est quand même génial, quand Ouais, il même. est très bon, il Ce est très bon, plan mais final où il a les larmes aux yeux, quoi. Merci de ouais. spoiler. ah ouais, Non, et Ah, ça va. désolé, désolé. Moi, je vais demander, Ouais, est-ce que vous avez vu le règne animal, vous? Il y en a aucun qui l'a vu là? ouais, non, je l'ai le pas règne vu. animal, je l'ai vu. Et franchement, alors, je suis ni. Non, j'adore le film, mais en ce qui concerne les Césars, je suis un peu, je suis un peu en PLS parce que, franchement, je me disais, disons qu'il a remporté que 5 Césars. C'est tous des Césars techniques, purement techniques. Et c'est là que je me dis, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de mépris du cinéma de genre au César. C'est-à-dire que c'est peut-être le seul film un peu... ah putain, bah c'est un film de genre quoi. Avec Mars Express, qui ont... Mars T'avais Express a Vermine été aussi. snobé dans sa catégorie. Ouais, Vermine aussi. Et Vermine a remporté une récompense, mais c'était pourquoi déjà? Pour Meilleur premier film, je crois. Meilleur quoi? non, 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 il Vermine, n'a pas eu. ils ont rien remporté, hein. Il a rien gagné. Ils ont Il rien s'était juste remporté. nominé Ouais, une fois, je crois, pour les effets Vermine, Même pas. spéciaux. Vermine, Ils étaient nominés ouais, 2 fois pour Vermine a premier été film snobé. et effets spéciaux, ouais. Mais du coup, ouais. Ah, ok, Vermine aurait ok. Mais mérité, du coup, honnêtement. Vermine, je dois le Même, rattraper. Mais du coup, pour en surtout, revenir au. je suis déçu que Vermine n'ait pas été nominé dans meilleure musique. Que j'aimais beaucoup la bande Ah, originale qui était faite qu'avec des instruments à cordes quasiment. Et ça collait vraiment bien au film. Donc c'est dommage. Et non, mais Vermine, moi, je voulais dire par j'avais rapport au pas règne fini ce animal, que je c'est voulais que... dire. Attends. Ouais, vas-y, vas-y. Non, Alice, non, tu fais non, que dis, parler. dis, Marco. Non, c'est juste que Ouais, pour le règne animal, moi, je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression qu'il donne des Césars. Enfin, le film est hype parce que on veut un peu faire renaître le cinéma de genre en France et que vu que c'est un ouais, nouveau standard là du nouveau cinéma de genre en France, ben ouais. on le sauce un peu au César, etc. pour un peu motiver les gens à refaire du cinéma de genre en France, parce que c'est un genre qui est mort depuis très longtemps à peu près. Donc c'est en vrai c'est bien, mais je sais pas si le règne animal personnellement il me tente en mode peut-être plus Vermine, je pense. Vermine, j'aimerais bien le voir, mais le règne animal, moi Vermine, c'est ça très me dit bien. rien, genre. Moi, Vermine, je l'ai toujours pas vu, perso. Alice, tu vas aimer, il y a du Benjamin Epps dans le film. Ouais, bah, je. Sérieux? Ouais, il y a du rap pendant tout le film, il y a genre 5 extraits de rap et Benjamin Epps au début. Il y a Benjamin Epps, bah génial. Mais du coup, pour en Incroyable. revenir au règne animal, ouais, comme tu disais, il y a une espèce de renaissance du cinéma de genre français, ça je suis totalement fan, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu snobé le film, même s'il a eu 5 prix, c'était quand même des prix purement techniques, et c'est un peu la même chose, pour prendre un exemple américain, c'est la même chose avec Gravity qui avait remporté que 7 Oscars, ils étaient tous techniques. C'est un peu la même chose pour Fury Road qui avait remporté 6 Oscars, ils étaient tous techniques. J'ai l'impression qu'il y a... Ça me fait un peu chier de voir que dans les grandes cérémonies, ils ont cette espèce de tendance à réduire le cinéma de genre à la technique. Ça me fait un peu chier. Mais à part ça, non, je suis très content pour le règne animal et je pense que tu devrais le mater, Marco, parce il est super, mais voilà quoi. ouais, je vais sûrement le regarder, mais c'est juste que je trouve que
à la base, c'est pas le truc qui me tentait de plus dans les Césars, quoi. Mais parce que je suis pas très fan de Ok. cinéma de genre français de base, mais Ah, je comprends. Perso, j'aime beaucoup, mais voilà. Non, mais du coup, pour passer au sujet suivant. Ouais. Dune, la grosse sortie de la semaine. Alors, Dune. Dune. Alors, c'est la suite du Dune de Denis Villeneuve qui est Ah sorti bon, il y a c'est pas la 3 suite de ans, qui était un... c'est pas la suite de celui de David Lynch? euh, De quoi? c'est pour ça que le truc il dure trop longtemps. Il y a tout le temps un gros connard, Pablo, qui fait sa blague de merde. C'est Ah, ça ça le y est, problème. ça y est, j'ai Ah chez non, Pablo. il faut le baiser, lui. J'ai rien dit. Ça. Bref, du coup, je disais Dune. Denis Villeneuve, Dune partie 2, la grosse sortie de la semaine, qui est la suite de Dune, de encore Denis Villeneuve, qui est sorti il y a 3 ans, qui adapte un monument de la littérature de science-fiction, un classique jugé maudit et inadaptable tel Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des adaptations. Il y a eu l'adaptation du Dune de Jodorowsky qui aurait été complètement incroyable, mais qui s'est pas faite, et pour vous renseigner sur le détail, il faut regarder le Dune, Jodorowsky's Dune, qui est un documentaire là-dessus. Ensuite, il y a eu le documentaire, le Dune de David Lynch, qui a été un fiasco total, en tout cas qui continue de faire débat encore aujourd'hui, 40 ans après sa sortie, qui est renié par David Lynch, qui est adulé par certains fans, méprisé par d'autres, et qui a été, et après ça, au début des années 2000, on a eu des mini-séries produites par Sci-Fi qui adaptaient Les Enfants de Dune, qui sont les suites du livre d'origine, et qui étaient aussi des échecs. Donc du coup, Dune a été pendant très longtemps un classique jugé inadaptable. En 2021, bah, après 4-5 ans de travail, Denis Villeneuve réalise une nouvelle adaptation. Enfin, il adapte la première moitié du livre. Et c'est un franc succès. Le projet était attendu par beaucoup de monde, et ça a été, en période de Covid, ça a été l'un des premiers vrais gros succès pendant la pandémie. Euh, et du coup, ça a poussé Warner à produire tout de suite la suite. Donc Dune partie 2 qui adapte la seconde partie et qui est censée ouvrir sur une trilogie euh, qu'il adaptera. Il va adapter après Dune partie 2 La Messie de Dune, qui est la suite du livre d'origine. Après ça, il réalise Dune partie 2 qui sort cette semaine, qui est qui est peut-être la première grosse attente de 2024. Et qu'est-ce que vous pensez de Denis Villeneuve, du premier Dune, et est-ce que vous attendez impatiemment ce deuxième film? Alors, moi, j'ai pas une très grande attirance pour le cinéma de Villeneuve, à part quelques-uns que j'aime bien. J'aime bien Incendies ou Ennemi, ça va. Mais le premier, je l'ai vu un peu en mode, ça va être un film de Villeneuve, quoi, contemplatif. En plus, j'aime pas Timothée Chalamet et tout. Forcé de constater que j'avais raison, parce que je trouve le film très médiocre et très ennuyant. Il est très long, en fait. Il y a des bonnes idées, etc., de mise en scène, ou même l'univers, il est beau, je trouve. Mais c'est beaucoup trop long et beaucoup trop ennuyant, je trouve. Bon, c'est un film d'intro, quoi, c'est une introduction. C'est un peu. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un film d'introduction, mais quand tu prends un exemple, genre le premier Seigneur des Anneaux ou Star Wars 4, c'est des films où il y a beaucoup plus d'action, où c'est beaucoup plus mieux rythmé que le premier film de Villeneuve. C'est pour ça que les gens en ont eu marre, quoi, je pense. Et le 2, bon, je suis Ouais. plutôt hype parce que je pense qu'il y aura plus d'action, il y aura un petit Parce qu'il y a peu. Elvis. Ouais, un petit peu, ouais, il y a des bons acteurs, il y a un peu plus de dramaturgie, etc. Donc moi, je suis plutôt Quand chaud, tu mais dis sans de plus, bons quoi. acteurs, quand tu dis il y a de bons acteurs, tu veux surtout dire qu'il y a Elvis Presley. Ouais, il y a Austin Butler, il y a Léa Seydoux aussi que j'aime bien. Donc, Ouais, de il est toute façon, assez de toute doux. façon, dans les films de Villeneuve, il y a beaucoup Il y a de bons Souleymane acteurs. Jacob aussi, il faut souligner. Ouais, Et non, mais ouais. Pablo? Pardon? Ouais, tu voulais dire un truc? J'ai juste dit qu'il y avait Souleymane Jacob, une actrice francophone, enfin suisse, Ouais, mais du coup, ouais. Tu veux parler de Dune encore, Jordan, Pablo? Bon, j'ai j'ai rien pas à vu dire. d'une, mais
Si vous voulez que je parle de Denis Villeneuve, j'ai vu que 2 films. J'ai vu Sicario, qui est un très bon film d'action donc sur les cartels mexicains, qui est un domaine qui m'intéresse énormément, comme vous pouvez le savoir. Ouais, bah c'est Ouais, logique. c'est On a les tous gars, une attache à nos les origines. auditeurs et les autres. De quoi? On a tous nos terres natales. Du coup, Sicario est un excellent film, voilà. Donc je vous incite à le voir, mais je sais que vous l'avez tous vu. De toute façon, je suis le dernier à pas avoir vu tous les films de Villeneuve. Mais tranquille. Sinon, Ah j'ai vu non, Blade moi j'ai Runner rien 2. vu. Moi, Ah j'ai bon, pas bah, vu pas beaucoup. J'ai vu Blade Runner 2, qui est un film passable, franchement. Donc je sais pas, d'une, est-ce que ça m'attire plus que les autres films de Denis Villeneuve? Oui, parce que j'ai entendu un peu la musique de Hans Zimmer qui a l'air très particulière, très expérimentale, mais très intéressante. Et je pense que c'est vraiment une expérience à vivre au cinéma. Donc je suis déçu de ne pas l'avoir vu quand il était sorti, mais bon. Ah, il est Est-ce que je vais ressorti, aller... Bah malheureusement je l'ai pas vu. Donc est-ce que je vais le voir et aller voir le 2? Peut-être, mais j'avoue que ça me donne pas super envie non plus, mais c'est mon avis. D'accord, d'accord. Et bah Sébastien, parce que c'est lui qui avait proposé le sujet en plus. Ouais, c'est vrai, j'avais proposé le sujet parce que je me suis dit que Dune, c'est un peu la... Vu que c'est le deuxième film et que bah, je vois pas mal de pubs sur le film, je me dis qu'il est vachement attendu et qu'il a une certaine communauté. Il a déjà atteint une certaine communauté. Et je me dis peut-être que c'est la saga de notre époque depuis 2020, j'ai envie de dire. Enfin, depuis la décennie 2020, c'est un peu la saga qui fait entre guillemets parler d'elle. Et comme il a dit Marco, il y a pas mal de bons acteurs là encore plus dans cette suite. Pour revenir à Denis Villeneuve, bah moi j'aime pas trop ces films parce que c'est assez contemplatif. Sauf Prisoners, qui est peut-être le seul film que j'apprécie. Voilà, il y a une tension constante et le rythme est bon, tout simplement. Voilà, donc et peut-être Blade Runner 2049 que j'ai pas mal aimé personnellement. Voilà, c'est peut-être les deux seuls films que j'apprécie et sinon en général sa filmographie j'aime pas trop. Prisoners, c'est Blade Runner avec. 2049, c'est bien pour s'endormir. Prisoners, c'est avec Jake Euh, Gyllenhaal. Ouais, Jake Gyllenhaal, ouais. Ouais, Hugh Jackman. Pas vu. Tu veux dire quelque chose, Jordan? Non, j'ai rien à dire sur Dune. Et Denis Villeneuve. C'est vraiment le mec qui est pas si... énervé. Non, bah Villeneuve en Pour moi, général, il je sais pas, j'ai vu Dune 1, je me suis dit ok, vas-y, pourquoi pas. J'ai vu Incendies qui est pas mal. Ouais, moi j'aime beaucoup, moi. Blade Runner, ça va. Non, j'ai rien à dire sur Denis Villeneuve en fait. Ah bon. Euh, alors, c'est vraiment le... Bref, le perso, Denis Villeneuve, alors j'ai vu la majorité de ses films. C'est un peu... Ce gars, c'est un peu comme Christopher Nolan, c'est-à-dire que j'ai eu ma période, il y a 2 3 ans, j'ai eu ma période où j'étais une grosse fanzous de Denis Villeneuve, comme de Christopher Nolan, de Damien Chazelle. Villeneuve n'a pas Si fait j'étais un Inception. connard, je dirais un peu les cinéastes de Normie, quoi. Mais c'est un peu un début de cinéphilie, Villeneuve. Il fait partie d'un peu des mecs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un... C'est les pas mecs que tu c'est un regardes en début de premier, quoi. cinéphilie, parce que- Ouais, voilà, c'est les gars que tu regardes en premier, que quand tu vois les comptes Oh. Insta ultra américano-centrés, que t'arrives pas à Ah dépasser, ouais, quoi. ouais, ouais. C'est un peu le premier stade de la cinéphilie, quoi. C'est Mais bref, ça. ouais. ce que je veux dire, je dis pas que j'étais cinéphile il y a que 3 ans, mais ça c'est un truc qui m'habite Ah, depuis ta tout gueule. petit, mais bref. Ta gueule, toi. Bref, du coup, Denis Villeneuve, pour revenir au sujet de base, j'ai vu la majorité de ses films. Incendies, j'avais trouvé ça très très bien. Prisoners, j'avais trouvé ça vachement bien aussi. Enemy, j'avais trouvé ça vachement bien aussi. Sicario, Sicario, je l'ai revu il y a genre il y a 2 jours. Je pense que c'est son meilleur film. Il y a une espèce de tension qui est permanente et qui Grâce à la musique, entre autres. Grâce à la musique. et ouais, pas que, c'est vraiment la mise en scène ultra chirurgicale. Mais la musique aide beaucoup. Ouais, la mise en scène, je la trouve plutôt il y a propre, ouais. il y a cette scène, enfin, le meilleur exemple, c'est, je pense que
on s'en rappelle tous, c'est la scène de l'autoroute à la frontière mexicaine où il y a un début de fusillade. Cette scène est d'une tension, mais enfin, je vais pas dire que c'est non plus. Je vais pas dire que c'est aussi tendu que la fusillade dans Hit, mais Ça rendrait Hit c'est jaloux. quand même quelque chose. Et je Ah, veux pas franchement, là spoiler. pour le coup, Denis Villeneuve n'est pas Michael Mann. Hein. Non, mais non, mais voilà, bref, tout ça pour dire que Sicario est peut-être le film qui montre les meilleures qualités de Villeneuve. Prisoners, non. Premier Contact Ah, que j'ai revu aussi hier premier contact, j'avais vu. était ouais, Premier Contact, t'en penses quoi? Le rencontre du troisième type du pauvre. J'ai pas trop aimé. Ah, alors, perso, je pense que c'est son deuxième meilleur. C'est vraiment, moi, j'ai ceux que j'adore, c'est Sicario et Premier Contact. Ceux que j'aime le moins, c'est Blade Runner 2049 et Dune. C'est-à-dire que Blade Runner 2049, j'ai beaucoup de mal parce que c'est un film avec des qualités qui sont indéniables. Il a énormément de qualités, mais même la plastique du film, c'est-à-dire il y a des fois où je me demande si le film frôle pas un peu la suresthétisation en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que. Et puis voilà, passer après le Après premier Blade Ridley Runner, Scott. bon, Ah, c'est bah, ça. Bah, t'as le premier film qui est littéralement mon deuxième film préféré, qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, disons-le. Et là, t'as une suite qui est exemplaire, Un qui est blockbuster un un peu super banal. blockbuster. Non, c'est pas banal, non, non, justement, Un super s'il a blockbuster, flop, c'est mais parce que c'est un. Non, c'est pas banal, parce que s'il était banal, il aurait pas flop. En 2017, on n'avait pas l'habitude de voir des blockbusters aussi rated, aussi contemplatifs, c'est vrai. aussi Mais en fait, adultes, quoi. Et c'est quand je pour dis ça qu'il que est le film a banal, flop. quand je dis qu'il est banal, c'est quand tu compares au film de Ridley Scott, où là, t'avais vraiment une patte Oui, de oui, réalisateur et ouais. un truc unique et tout. Alors Ouais, mais que c'est dans bizarre. Blade Runner 2049, même si tu vois vraiment qu'il y a un bon réalisateur derrière, que c'est très esthétisant, que ça prend le temps, que c'est très contemplatif, bah, t'as quand même l'impression d'avoir vu pas mal de trucs que t'as déjà vu. Alors que dans Blade Runner de Ouais, Ridley Scott, là-dessus on est d'accord, là-dessus on est d'accord. Mais, ah Ouais. oui, pour en finir avec BR 2049, la musique, c'est l'une des pires BO de Hans Zimmer, à l'exception de deux trois thèmes. C'est vraiment tu peux pas Vangelis passer du après pauvre. Vangelis. Tu veux pas passer après C'est ça, Vangelis. tu peux pas Ouais, passer c'est ça le après problème. Vangelis. Même si C'est t'appelles la Hans. BO du c'est pas. premier. Mais c'est ça, et puis Dune, c'est un film qui. Enfin, Dune, je l'adorais à une époque, je trouvais que c'était un chef-d'œuvre, et puis c'était la période où j'étais fan de Villeneuve, quoi, et maintenant que je le revois avec un espèce de regard critique un peu nouveau, je trouve que c'est un film qui a beaucoup de problèmes, qui est pas mauvais, mais qui est vraiment moyen, c'est-à-dire que c'est peut-être là où Sicario. En fait, c'est là que je me rends compte que la patte de Villeneuve, elle a ses qualités, mais elle a aussi ses limites. C'est-à-dire que là où Sicario, la patte de Villeneuve, attends, la patte de Villeneuve, elle est ultra épurée, elle est ultra classique, mais c'est quelque chose de minimaliste un peu. Et dans Sicario, c'était sa force. C'était que la mise en scène était ultra précise, minimaliste, discrète, et en même temps, c'était ça qui faisait ressentir toute la tension du truc. Mhm. Là, dans Dune, je suis désolé, mais c'est un peu une. Déjà, tu adaptes un roman qui. Bon, c'est une adaptation, d'accord, mais le roman, c'est quelque chose d'un peu psychédélique pour l'avoir lu. C'est un truc un peu. C'est un truc un peu psychédélique, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc comme ce qu'aurait fait Jodorowsky, quoi. C'est un truc qui est vraiment complètement bizarre, étrange. Là, j'avais l'impression de voir un Star Wars bis, quoi. Et un Star Wars un peu. Un peu. Un Star Wars du pauvre, quoi. Et ça avait beau être soigné et tout, j'avais vraiment l'impression que. euh, c'est vraiment. C'est là que je me dis, le style de Villeneuve. Il peut être une force, mais il peut être aussi une faiblesse. Et dans Dune, la faiblesse, c'est que c'est tellement minimaliste pour un truc qui devrait être au contraire vraiment. Qui devrait être vraiment bizarre, étrange. C'est tellement minimaliste qu'en fait, ça en paraît impersonnel, quoi. Bref, j'ai trop parlé. C'est trop, J'ai trop non mais parlé c'est comme trop d'hab. lisse. Ces films ils sont trop lisses, je trouve que c'est trop Ouais, c'est ça, académique, c'est quoi. lisse. On est d'accord, c'est académique. Et c'est ça le problème, parce que Dune, c'est pas censé être académique.
même Sicario, c'était pas académique, mais c'était minimaliste et c'était ça. Bah, Dune, c'est les limites du truc, quoi. Et pour Ouais. Dune 2, malgré tout, j'espère. Je l'attends quand même avec impatience parce que pour avoir lu le livre, il adapte la partie la plus importante et intéressante du roman. Là, on n'est plus vraiment dans une introduction, là, on rentre dans le cœur du sujet. Et puis, oui, comme vous l'avez dit, il y a un cast 5 étoiles, quoi. C'est-à-dire, il est assez doux, Austin Butler, Christopher Walken. pas d'acteurs, quoi. Ouais, Christopher Walken aussi, Zendaya, Timothée Chalamet, etc. Des tas Ils ont pas mis les deux dans le super 5 étoiles, mais. Comment tu peux ne pas citer Florence Pugh? Ouais. Ah bah, Ah non, Florence non, Pugh, c'est vrai. Ah non, pas Florence Pugh. Oh, Si, elle. tout de suite. Marco, il aime pas beaucoup les jeunes, hein. Ah non, moi j'aime pas la nouvelle À part, génération. c'est ça, à part Austin Butler et Anya Taylor-Joy, il peut pas saquer les petits jeunes, les petits nouveaux. Moi je suis désolé, un des grands bémols du premier Dune, c'est le cast Zendaya, Timothée Chalamet. Ah, mais justement, il n'y a pas Florence Pugh. Ouais, je pense qu'un Non, des gros, non, un mais des gros bémols, franchement, c'est les choix d'acteurs. Hein. Dans le 1, enfin, ils sont bien les acteurs, les seconds rôles, ils sont vraiment bien. Oscar Isaac et tout, j'ai trouvé pas mal, mais Zendaya, Timothée Chalamet, bon déjà Zendaya fait 5 minutes, c'est une honte sans nom, c'est la durée de la bande-annonce, déjà c'est une honte. Mais Timothée Chalamet, je trouve trop soporifique en fait. ouais, disons que je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que Timothée Chalamet, j'aime bien l'acteur, hein, j'aime bien, mais dans Dune, il est lisse, Il quoi, joue il pas en est fait. lisse, il est propre, c'est ça, il joue pas, il est impersonnel, et Zendaya, comme tu l'as dit, enfin, tu l'as pas dit ça, mais elle a un talent rare, et enfin, elle a un putain de talent, quoi, et le problème, c'est qu'elle est là que 5 minutes, Ouais, non, c'est pas Marco qui aurait dit ça. alors qu'on aurait pu l'avoir plus. De quoi? Moi j'aurais pas dit qu'elle a un De quoi? talent. De quoi? Non, non, ça, J'aurais pas dit qu'elle a un justement, j'ai grand bien talent. précisé que tu l'as. Je sais, ça tu l'as pas dit, je l'ai bien précisé, mais par contre, ça c'est mon truc. Mais qu'elle fait que 5 minutes, ça tu l'as dit et je le sais de quoi. Ouais. Elle a un talent, ça va Enfin venir. bref, et pour une dernière news, pour faire la transition avec le sujet du soir, la bande-annonce du prochain Kevin Costner, ça s'appelle déjà Horizon, An American Saga, qui, euh, qui en gros est un diptyque, c'est-à-dire que en gros, c'est un projet de longue date pour Kevin Costner. Il n'a pas réalisé de film depuis plus de 20 ans. C'est un, c'est un peu un projet mené par passion, un peu comme Megalopolis de Francis Ford Coppola. C'est-à-dire que Kevin Costner, il y a mis un peu de son argent là-dedans. Je crois qu'il a hypothéqué sa maison. Il a investi 20 millions de dollars. C'est un amateur parce que Coppola a mis 120 millions de dollars dans son film. Non mais blague à part, c'est quelque chose d'investir de l'argent dans une production. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir à Hollywood. Là, il y a la bande-annonce qui est sortie il y a quelques heures, donc pile au bon moment pour le podcast. Et je crois que seul Marco l'a regardé. Ouais. Ouais, Après, bah du coup, ça va être rapide, mais t'en as pensé quoi? moi, je suis. On peut même ouvrir un deuxième débat. C'est est-ce que le western, c'est toujours un genre qui peut surprendre en 2024, quoi. Parce que j'aime bien moi les westerns, etc. Mais je trouve que c'est un genre très très vieux déjà. Donc c'est un des genres où on a exploré le plus. Déjà, Hollywood a saigné tous les westerns possibles pendant des dizaines d'années. Et je trouve que bon, c'est ambitieux, Kevin Costner et tout. Déjà, il le finance lui parce que il est un peu blacklisté d'Hollywood parce que c'est un peu un acteur impossible, quoi. Et pourquoi pas, mais c'est juste que moi, ça a l'air plutôt qualitatif et tout. C'est juste que ça m'étonnerait que ça soit un très grand film parce que le western américain, moi, je trouve que qu'il a fait son temps, quoi. Les westerns récents, j'en vois pas des mémorables ou des films qui marquent les gens, tu vois. Voilà. Je je peux t'en citer. Ouais, il y a le truc 3h10 Mais, to Yuma, machin, il y a des trucs tout récents. Mais... ouais, de Mangold. Bah, Ouais, il y a Hostile de Scott Cooper, je sais pas si tu l'as regardé. non. Il y avait le film Ok. avec Benedict Cumberbatch, là, Power of the Dog, là. Ah oui, le Jane Campion Ouais, de ouais, Power ouais, Dog. ouais. Ouais, pour le coup, j'étais pas fan de celui-là. Mais ouais, du coup, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est un projet ambitieux. Et puis,
Ce que j'aime bien, c'est genre le fait de faire un diptyque, en gros, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, c'était pensé pour être une trilogie, mais le troisième volet a été retardé, mais du coup, ça va être un diptyque en 2 parties. C'est-à-dire que la première partie, elle sort fin juin, la deuxième sort mi-août. Et c'est-à-dire que c'est un peu un événement, quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, encore moins un western. Donc là, c'est une vraie prise de risque, et je salue la prise de risque, parce que déjà, le trailer est somptueux, donc ça peut rebuter certains, mais perso, je le trouve somptueux, et il y a cette espèce de vibe à la Danse avec les loups qui s'en dégage. Ouais, j'ai très hâte de voir ce que Kevin Costner va nous faire, et est-ce qu'il va prouver que le cinéma hollywoodien, il y a encore des grands blockbusters, et que c'est pas que Marvel et compagnie, quoi. Ouais. Alors, on a bouclé la partie actu. On va passer maintenant au thème du jour, le thème surprise, qui est western et cinéma. Alors, Ouais. on va commencer par... ouais, la première du... le flop. Alors, alors pour ce premier thème de l'émission, on va commencer par le débat, et ensuite on fera un petit sondage. Alors, la question du débat, c'est peut-on dire du western qu'il est le genre cinématographique le plus riche? Et qui veut prendre la parole? Pablo? Il a des tas de choses intéressantes à nous dire, je crois. D'accord. Je vais prendre la parole. Ah là là! Ah là Je là, vais je prendre la t'ai mis parole. dans le mal, Pablo. Vas-y. Ok. Donc, est-ce que le En western vrai, est le genre Pablo, cinématographique? Est-ce que le western est le genre cinématographique le plus riche? Alors, je pense que ça dépend des, ça dépend des films. Euh, ça dépend des films qui sont bien ou pas. Par exemple, il y a des films. Enfin, tu prends un western, genre. Prenons par exemple un western qui s'appelle Mon nom est personne. Un western que j'ai vu plusieurs fois. J'ai vu 10 fois au lieu de voir 10 westerns différents. Me demandez pas pourquoi. Du coup, mon nom est. Mon nom est personne ou les 7. Comment il s'appelle le film? Les 7 samouraïs? Non, les 7 mercenaires. Ouais. Je sais plus Les comment 7 ça s'appelle. samouraïs, à tout de suite! Les 7 mercenaires. Ouais. Voilà, les 7 Les mercenaires. 7 mercenaires. Donc, Kurosawa n'a pas fait de est-ce que les 7 mercenaires est un film riche? Je ne pense pas. C'est un film chiant de A à Z où il se passe rien et où c'est. Non, mais je rigole. Donc, mais non, mais les gars, on va couper au montage. Hein. Non, mais quand il dit le genre le plus riche, c'est est-ce que ça arbore beaucoup de thématiques ou est-ce que ça a eu des révolutions? Tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est. Moi, j'étais pas en mode dans la sérieux là. question J'étais en mode déconne là. de quoi? Réponds en Ouais, mode on a sérieux. bien vu que t'étais en Est-ce mode qu'il déconne, mais emploie si le tu langage regardais- Alors, si tu si vous voulez, regardais son montage- reposez-moi la question alors. Du coup. Bon, attends, je vais faire une petite précision. La question, c'est peut-on dire du western que c'est le genre cinématographique le plus riche? Et par plus riche, j'entends, est-ce que c'est un genre qui est ultra codifié, mais est-ce que ces codes n'ont pas influencé le cinéma contemporain d'une certaine façon? Est-ce que le western n'est pas encore présent quelque part? Alors, je pense qu'en fait, on pourrait presque décrire le western comme une atmosphère, comme un décor, parce que donc le western, ça représente
l'époque et plus ou moins le lieu et l'atmosphère dans laquelle se passe le film. Et je pense qu'en fait, c'est un genre qui permet d'explorer un peu tous les genres qu'on veut. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un western qui parle d'amour, qui parle de rivalité, de ce que tu veux. Donc souvent ça parle voilà, donc de rivalité entre de rivalité en général. Parfois enrobé d'une histoire d'amour comme dans Rio Bravo. Mais Rio Bravo c'est un film différent parce que c'est beaucoup plus un film sur sur les relations humaines que sur la rivalité entre comment on dit entre les cow-boys. C'est tellement cliché ce que je dis, mais Pas c'est forcément la réel. rivalité. Donc la rivalité et la cohésion, ce qui est plus montré dans Rio Bravo que dans certains films. Donc du coup, je pense que c'est un genre qui permet d'explorer pas mal de choses. Donc est-ce que c'est le genre le cinématographique le plus riche? Bah, je pense que c'est un des genres qui permet, comme matériel de base, d'explorer le plus de choses possible. C'est-à-dire que en faisant un western, on a l'atmosphère du lieu qui est définie, mais après dans les propos et dans les thèmes abordés, on a un peu toute la liberté qu'on veut. Ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres genres. Donc, je pense que c'est vraiment un genre intéressant à explorer pour un réalisateur. Voilà. Ok. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Non, franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est ça le pire. À part que Rio Bravo est un film sur la rivalité, mais à J'ai part pas dit ça, ça, je j'ai suis pas dit d'accord ça. avec tout ce que tu as dit. J'ai pas dit Ouais, ça. la rivalité, la cohésion. Ok. J'ai dit la cohésion. J'ai dit la rivalité, c'est des autres films. J'ai pas dit Rio Bravo. J'ai dit justement Ah, Rio Bravo, mais pas un film sur d'accord, la... mais à coup pas, j'arrive. Du coup, Jordan, Ouais. selon toi, est-ce que le western est le genre le plus riche? Ok, là tu vois, ça va être mon côté un peu historien qui revient. Je veux l'entendre, ce côté historien, justement. Je veux l'entendre, ce côté historien. Il était une fois le cinéma. Non, non en vrai, cinéma, Ouais. tout le monde le sait, c'est début 20e, fin 19e. Le western, c'est fin 19e aussi. Enfin, disons, la conquête de l'Ouest, c'est 19e, tout ça. Techniquement, début 20e. Ouais, non, mais je parle vraiment le. Genre hors cinéma, tu vois, la conquête de l'Ouest, tout ça, c'est 19e. Hors cinéma, oui, il y avait... Ah, c'est ouais. 19e siècle, ouais. Fin 19e siècle. Ouais, Avec, c'est fin du 19e, mais ouais. avec des sortes de magazines, Attends, je sais plus vas-y, le nom on va d'ailleurs. tester. Attends, on va tester le. Jordan, du coup, le premier. Techniquement, c'est quel film qu'on considère comme le premier western? Bah, le vol d'un grand rapide. The Great Train Robbery. Alors, sauf que Voilà, Déjà, c'est ça, j'allais mon le Jordan. je connais ce En film. 1903. 103. Alors, du c'est coup, je ça. te laisse continuer. Du Je coup, pensais être le seul à le connaître. Je suis déçu. de quoi Ah, c'est hyper connu. Quoi Ah, mais je Le savais Great pas. Train Robbery, c'est un des films les plus connus. Il y a Moi, je Joe Pesci. La dernière scène de Goodfellas, c'est. La dernière scène de Goodfellas, c'est une ref Great Train Robbery. Joe Pesci Oui, qui tire avec son flingue. C'est Je pensais que c'était c'est le un film film. de Je pensais que c'était le film de Joseph Kane qui était connu, pas celui de 1903. Ah, dommage pour toi. De toute façon, Ouais. à Nice, en présentation, il a dit que j'étais un collab sur le cinéma muet, donc. Ah ouais, mais bien vu. Oui, oui. Un collab sur le cinéma tout court. Ouais, abuse Ouais. pas. Du coup, Du coup, tu disais. je disais que le cinéma, par définition, c'est quoi? C'est le mouvement, tu vois, c'est les images en mouvement. Le western, c'est quoi? C'est une idée de mouvement. C'est de l'est à l'ouest. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Il va achever. Non, en vrai, Euh, pour citer vas-y. le goth André Bazin, il a dit le western, c'est le cinéma par excellence, parce que le cinéma, c'est le mouvement. Et Ouais, a mais raison. c'est vrai, mais ce qui m'a achevé, c'est le, c'est le mouvement céleste et l'ouest. L'est et l'ouest. Ça, c'était du génie. On continue. Non, ben le western, c'est un genre ultra codifié, ouais, qui utilise le langage cinématographique. Je veux dire, déjà, si tu veux te prendre une leçon de cadrage, ben, tu regardes certains westerns et tu vas être servi. Si tu veux savoir gérer l'espace, pareil. Enfin, rien qu'en termes de gros plans, je pense que le western, c'est un sacré candidat. Au niveau thématique, même si, ok, ça peut être parfois très, très cliché, très, très stéréotypé, bah, il y a quand même beaucoup de films qui s'inspirent de thématiques actuelles. En fait, je pense que c'est surtout ça d'ailleurs que. Peut-être là, tu pourras plus confirmer parce que tu es plus spécialiste que moi. Il me semble que dans les années 50, justement, après la Gentil. guerre, le western, il s'inspire plus des thématiques actuelles des États-Unis plutôt que
de l'histoire même des États-Unis, tu vois. Genre par exemple la Bah, guerre en de fait, Corée, non, le c'est- macartisme, tout ça. Ouais. Ah non, bah en fait, oui, mais c'est plus vers les années 60. Parce Ok. que, en gros, c'est plus. Les années 50, c'était encore les westerns, c'était encore censé être entre guillemets, parce qu'il y a quand même des chefs-d'œuvre, il y a plein de chefs-d'œuvre à cette période-là, mais dans les années 50, c'était encore des productions de gros studios, de grosses majors, qui étaient censées viser un public plutôt à la fois jeune et à la fois plutôt vieux. C'était vrai, et c'était pas pensé pour évoquer ce qui se passait actuellement, parce que à cette époque la censure c'était encore quelque chose. Même si t'avais des John Ford ou des Howard Hawks qui parvenaient à glisser subtilement quelques messages, mais à part ça, c'est plus lorsque le cinéma, lorsque le western traite davantage des États-Unis à leur époque, c'est plus vers l'émergence du nouvel Hollywood. Lorsque tu as des films comme La Horde sauvage de Peckinpah, ou alors John McCabe de, comment ça s'appelle, Robert Altman. Mhm. Donc voilà, voilà. C'est pas un film avec Et- Cassavetes, ça? Hmm. Attends, Y a de pas un- mémoire, si. Bah oui, il y a Cassavetes De dedans. mémoire, de mémoire. Ouais, de mémoire, il y a. Ça a il y a réveillé Cassavetes. Marco direct. Bah, le Ouais, truc, le truc, c'est que justement, je veux le rattraper, John McCabe. ouais, bah, je crois que c'est un Et film avec Cassavetes. non, il n'y a pas. Non, 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 il n'y a pas Pas celui-là? Cassavetes, il y a Ah non, c'est Warren pas John Beatty. McCabe. Ouais, ouais, c'est un autre film. Pardon. Ouais, non, mais c'est Warren Beatty. Ok. Donc voilà, voilà. Mais il faut que je le rattrape parce que t'as Clovis qui veut que je rattrape la filmo de Robert Altman. Et d'ailleurs, Salutations à on en Clovis profite d'ailleurs. pour. De quoi? Salutations à Clovis, du coup, par Bah, l'occasion. salutations à Clovis et on salue tous les gars Tout de l'ordre l'ombre cinéphile. des cinéphiles qui nous. On les salue tous, on leur fait de gros bisous. Mais Surtout du coup, qui- vous avez pas répondu à la question. Ouais, bah oui, bah du coup, Jordan, t'as encore quelque chose à Euh, dire? Parce que Rio Bravo, Rio là, Bravo, c'est bravo le cinéma, Ouais. quoi. C'est le cinéma. Bravo, c'est la définition J'ai du vu. cinéma. Ah putain. Ah. J'ai vu. Attends, ça c'est une masterclass. Rio Bravo, c'est bravo le cinéma. Non, c'est pas le Ça, masterclass. je vais le Moi, ressortir. je prépare un truc vraiment premier degré, là. Vas-y, vas-y, vas-y. De quoi? Je prépare un truc premier degré de fou, là. Vas-y. Moi, je pense, ma thèse, c'est que le western, c'est le premier genre majeur du cinéma. En fait, il a inventé le genre, le fait de genrer le cinéma, enfin de le définir en genre. Mhm. Tout simplement, un truc con, c'est qu'avant, t'allais voir L'arroseur arrosé, un film de Chaplin, tu dis je vais au cinéma. Mais quand t'allais C'est voir pas un Chaplin, western, là. Ah, pardon. non, non, mais Pas Chaplin. L'arroseur arrosé, non, mais je dis pas, je dis des Oui, films au hasard. désolé. En gros, le western, je trouve que c'est inventé le genre parce qu'en gros, quand t'allais au cinéma et que t'allais voir un film au Far West, tu dis direct western, tu vois. Le western, c'est pas un genre en mode un drame ou c'est un truc scénaristique, c'est plutôt un truc d'ambiance. Donc c'est un truc de C'est ce décor, que je disais tout à etc. l'heure. Ouais, donc tu le reconnais. Que après, on peut utiliser tout ce qu'on veut comme genre en partant de ce décor du western. Désolé, Ça. je t'ai coupé. Donc tu peux l'utiliser hyper facilement pour un spectateur, même qui pour un art qui venait d'être créé, quoi, le cinéma. Quand elle allait voir un western, il y a les cowboys et les indiens, quoi. Donc c'est facile déjà de 1. Et de 2, bah, je trouve que c'est le genre qui invente, c'est un peu les débuts du cinéma parce que ça a inventé un peu la valeur de plan, genre le plan américain, etc. Ouais. Le western, il a apporté un aspect technique énorme parce que c'est un peu codifié un peu un genre. Parce que maintenant, tu as plein de codes avec certains genres ou certains réalisateurs qui viennent de ça, justement. Et un truc tout bête aussi, c'est que c'est des trucs, des références qui sont encore reprises aujourd'hui dans plein de films. Quand c'était tout à l'heure Great Train Robbery, t'as des scènes où Scorsese le reprend. C'est un peu la genèse du cinéma américain. Et c'est un peu grâce à ça que le cinéma américain il a survécu à Hollywood. C'était parce que toutes les semaines, t'avais un scénario de western qui sortait et tu le tournais en un mois parce que les décors ils coûtent que dalle, quoi. Voilà. Eh Donc, bah, ouais, pour moi, oui. je suis tout à fait d'accord avec toi, Marco. Et avant que je sois le dernier, Seb, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que selon toi, le western est le genre le plus riche?
Alors, je pense que la majorité a été dit, et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était quand Jordan a parlé des différents... comment dire? En fait, les westerns, je trouve qu'ils ont souvent servi un petit peu de toile de fond pour explorer les différentes périodes historiques. On a eu autant des films sur la conquête de l'Ouest américain que sur la guerre de sécession, que sur le Oui. macartisme, que sur aussi récemment les populations autochtones avec Killer of the Flower Moon de Scorsese, même si c'est pas vraiment un Ouais, western, bon exemple. ça, Ah, quand même. ça y C'est un peu un réfère un western. peu. C'est un western Et mélangé à du polar, c'est un peu une fusion des genres. Et bref, L'hybride des gens. continue. c'est là où en fait je trouve que le genre du western, c'est là où en fait ça contribue à sa plus grande richesse. Et puis aussi son influence en fait sur d'autres genres cinématographiques comme le film d'action et le film SF. Je pense notamment à l'une des plus grandes sagas de l'histoire qui heureusement n'a pas été touchée par les plus grands studios américains qui ont voulu capitaliser Pas du dessus sur le fan service. Je parle bien évidemment de Retour vers le futur et son Mhm. troisième film Ah, mais- sorti Troisième en opus, Ah, je un vois pas de magnifique chance. troisième opus. Mais attends, mec, je pensais que tu parlais de Star Moi Wars aussi. et qu'en fait tu ironisais. Peut-être Mais que moi aussi. J'étais dans le même délire. non, je pensais non, que non, tu ironisais sur Star Wars et Disney en fait. On oublie trop souvent, non, mais non, Retour vers le mais futur 3 est un Mais excellent ouais, western, honnêtement. Non, Ah, mais c'est un, Retour c'est vers un le futur piètre, 3, c'est un piètre western. Oh, mais je c'est m'en là où fous, en fait je c'est trouve un que bel hommage. c'est C'est un peu une parodie du western, Oui, c'est une mais parodie, ouais. Non, on va une laisser, parodie, on va mais laisser Seb parler déjà. oui, Ouais, mais c'est désolé. là où du coup je trouve que le genre du western est très très influent dans le cinéma puisque du coup ça a influencé là un film de SF en l'occurrence avec Retour à le futur, des films noirs, des films d'action, enfin voilà, ça a influencé tous les genres et c'est ce qui contribue à sa richesse, voilà, avec le fait de parler d'un petit peu de tout dans l'histoire en s'appuyant sur le western. Et Voilà, paradoxalement, ouais. vas-y. Paradoxalement, c'est un truc un peu bête, c'est qu'il y a eu qu'une grande révolution dans le genre du western, ça a été le western italien, parce que à part ça, si tu estimes le genre du Western western, ça a toujours spaghetti. été un truc, ça a toujours été un truc un peu, ouais, un western spaghetti, parce que ça a toujours été un peu classique, et la seule révolution qu'il y a eu, c'est Corbucci, Léon, tout ça, et à part ça, ça a toujours été un genre un peu tranquille, tu vois, genre il y a jamais eu il y a Bah, jamais eu trop de révolution. en fait, comment dire, c'est pas une révolution, mais il n'y a pas que le western spaghetti, il y a aussi le western camembert, et c'est le western français. C'est pas des lol. Hein. Mais il me semble que Alice Guy avait tourné en western camembert, et bref, et faut rappeler que Alice Guy, La c'est un première personnage actrice. c'est ça, c'est un personnage majeur de l'histoire du cinéma. C'est la première grande réalisatrice, la première tout court même. Et Ouais. ça montre que le western est un genre qui vient des origines du cinéma et qui a toujours été présent et que les plus grands personnages de l'histoire du cinéma se sont consacrés au western, quoi. Et du coup, vu que j'avais pas dit ce que je pensais, alors je suis d'accord avec la majorité de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le western, c'est c'est avant tout des codes en fait. C'est-à-dire que moi ce que je pense, c'est que tu peux transposer les codes du western et tu peux les mettre dans un film d'un autre genre, ce sera la même chose. Et de l'autre côté, ça prouve que le western est encore vivant, c'est-à-dire que euh, pour donner un exemple, Avatar, c'est d'une certaine façon, il y a toujours cette critique facile et récurrente de c'est Pocahontas, c'est Danse avec les loups mais en bleu, c'est les Schtroumpfs, mais on se rend pas compte qu'en fait derrière cette critique, il y a une part de vérité, c'est-à-dire que Vérité. c'est pas que ça bien sûr. Non non mais non et, attends, me fais pas Mais dire je ce vois que ce j'ai qu'il veut pas dit. dire. Je vois ce Avatar, qu'il veut dire. Ouais. ouais, c'est-à-dire que Avatar c'est attends, comment dire ça. En gros, Avatar, il y a les codes du western dedans. C'est-à-dire que
Les cowboys comment contre dire les ça Indiens, quoi. Ouais, voilà, c'est les Ça, cow-boys contre ça les Indiens, reprend le c'est-à-dire que débat, t'as les l'éternel colons. débat, quoi. Exactement, c'est-à-dire que Pandora, c'est vraiment, on a pris James Cameron, c'est un grand fan de western, c'est-à-dire que le gars, il connaît Ford, il connaît King Vidor, il connaît Howard Hawks par cœur. Et il a pris les codes du western, il les a transposés dans un film de SF, c'est-à-dire que Pandora, c'est quoi concrètement? C'est l'Ouest américain. Les navis, c'est les natifs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les humains dans le film, c'est les colons qui viennent exterminer les natifs pour s'approprier leur culture, leur richesse et leur terre, quoi. Donc c'est vraiment, il a pris une part de l'histoire de l'histoire de l'Amérique pour la T'as transposer dans un... tu t'as aussi disais? un truc tout con. T'as aussi un truc tout con que je viens de me rendre compte, là, le personnage de Ouais, Spider, je crois, il s'appelle dans le 2 d'Avatar. ouais, Ça ressemble beaucoup à la prisonnière du désert, la fille qui grandit avec les Indiens et tout, tu vois, exactement. et qui change de Mais culture. c'est Exactement, mais c'est la prisonnière du désert inversée. C'est-à-dire que dans la prisonnière du désert, la fille, elle était enlevée par les autochtones. Alors que dans Avatar, Spider, il est kidnappé par les colons. Donc il y a Ouais. vraiment cette espèce de miroir, quoi. Je vais pas revenir sur Avatar parce que c'est pas le sujet, mais James Cameron, c'est un gars qui adore faire des espèces de miroirs c'est-à-dire que le 2, c'est un miroir du un, mais bref. Du coup, pour en revenir au western, et là, ce que je voudrais dire, c'est que le western, c'est un genre qui, comme vous l'avez dit, qui prend tout un pan de l'histoire de l'Amérique. C'est-à-dire que, en gros, le western, quand il est né, avant le cinéma, il y avait comment dire, il y avait cette nécessité de créer des mythes. C'est-à-dire que euh, les États-Unis, c'est un État jeune, hein. Donc, et quand il y avait la conquête de l'Ouest, des légendes, il y avait des trucs à raconter. Par exemple, je sais pas moi, Jesse James, Buffalo Bill, tous ces grands cow-boys, ces personnages, quoi, et même des Indiens comme Geronimo. C'est-à-dire qu'il y avait cette nécessité de créer des mythes, des codes, des trucs dont on allait se rappeler, qui construisent une identité, quoi. C'est un peu l'identité de l'Amérique, en quelque sorte. Et lorsque le cinéma est arrivé, qu'on a eu le vol du Grand Rapide, il y a eu ce truc vu que le cinéma est un média populaire, enfin, on parlait pas de média, mais vu que c'est quelque chose de populaire, qui parle aux gens, est un moyen de diffusion, on prend une identité et on va en faire des codes. Et du coup, ça fait que, enfin, je sais pas comment expliquer ça correctement, mais en gros, on prend le western, on le transpose dans le média le plus populaire qui soit, c'est-à-dire que le cinéma, tout le monde y avait accès, quoi, à la base. Et on crée des mythes. Et du coup, c'est à partir de ça que des légendes se sont créées. Et donc, au fur et à mesure que l'histoire du cinéma avançait, on avait le western qui avançait avec lui, qui était un genre qui a été suivi pendant plusieurs décennies, qui a atteint son apogée vers les années 40 et les années 50, c'est-à-dire que le western est devenu un genre, mais plus populaire, tu meurs. Et c'est-à-dire qu'on avait cette image de ouais, les Américains, c'est des cow-boys, quoi. C'est un peu un cliché, mais voilà, c'est un peu l'identité de l'Amérique. Et j'ai peur de m'égarer, mais bref. Et le truc, c'est que en gros, le western a évolué avec l'histoire du cinéma. C'est quelque chose qu'on a un peu acquis. C'est-à-dire que le western, même si t'es pas fan, tu vois tout de suite de quoi il s'agit. Tu... Et donc, même si le western a une histoire assez pas compliquée, mais en tout cas, il y a des hauts et des bas, quoi. C'est-à-dire que le western a connu son heure de gloire comme sa défaite. Là, le western est toujours présent. C'est-à-dire que même si on en voit moins, on en voit encore toujours. Et quand c'est pas des vrais westerns, et ben c'est toujours des films qui prennent des codes du western pour les transposer dans autre chose. Donc d'une certaine façon, ça prouve la richesse du western et ça prouve que c'est un genre qui irrigue le cinéma, quoi. C'est un genre d'une richesse incroyable.
Voilà, voilà. Euh, Désolé si j'ai trop parlé. Surtout ce que tu disais là, ça marche beaucoup récemment parce qu'il y a eu Power of the Dog qui traite avec le western de l'acceptation de l'homosexualité, etc. Dans Mhm. l'époque un peu Far West où c'était très masculiniste. Donc c'était un peu à la fois une acceptation de soi et une critique aussi au western, on va dire, trop hétéro, Il y avait déjà John eu Wayne, tout ça. Brokeback Mountain aussi. Ouais, et Brokeback Mountain Ouais, aussi avant, Brokeback tu vois. Mountain, ouais, mais le truc, c'est que, ouais, comme tu disais, aujourd'hui, quand on voit des westerns, ils ont plus tendance à subvertir le truc, c'est-à-dire que, enfin, par exemple, t'as l'assassinat de Jesse James, qui est absolument génial. C'est un peu l'inverse ah putain, comment il s'appelle? Ah oui, l'homme qui tue à Liberty Valance. C'est-à-dire que Ouais. t'as l'homme qui tue à Liberty Valance, c'était un film. C'était peut-être c'est un des derniers grands westerns classiques en fait. C'est un des derniers grands westerns avant l'apogée du western spaghetti et du nouvel Hollywood. Et ça traitait c'était un film qui traitait des mythes et des légendes. C'est-à-dire que bah, t'as cette réplique qui est devenue légendaire du film. C'est quand la légende dépasse la réalité, écrivez la légende. Bah, c'était un peu le western résumé en une phrase. Là, l'assassinat de Jesse James, qui est sorti en 2007, qui est beaucoup plus récent du coup, c'est un film sur la déconstruction d'une légende. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup plus dans les westerns actuels, et ça c'est un truc qui vient du western crépusculaire quoi. Un peu comme Impitoyable de Clint Eastwood. Ouais, bah, je suis d'accord parce que justement, l'homme qui tue à Liberty Valance, tu dis, c'est un peu dénaturer le mythe du cow-boy, genre hyper fort, hyper talentueux et tout, parce que c'est James Stewart dans le rôle principal et c'est a priori un loser quoi dans le film parce qu'il arrive, il connaît rien, il se fait marcher dessus et tout. Et C'est ça. justement, ça devient le héros. Alors que justement, c'est pour ça qu'il y a John Wayne dans le film, c'est ça qui est fort dans le film. C'est que tu penses que vu que les gens vont le voir au ciné, qu'ils ont l'habitude de voir John Wayne, un personnage principal fort et tout, bah là c'est pas lui le sujet principal du film. Donc c'est un peu une C'est évolution clair. du Et western puis, aussi. c'est clair parce que John Wayne, c'est un peu une figure majeure du western. C'est-à-dire que Ouais, en fait, si tu pouvais résumer le western à une gueule, hein, si c'est pas Clint Eastwood, c'est John Wayne. ouais, Mais en fait, ça a été l'une des premières vraies subversions des codes, quoi. C'est-à-dire que prendre John Wayne, le mettre au second plan, pour l'époque, c'était quelque chose, c'était un pari, quoi, parce que John Wayne, c'était une superstar. À côté, bon, les années 60, il commence à perdre un peu de sa gloire, ouais, mais c'est une superstar. Puis, ouais, tu mets James Stewart qui est à côté. Et voilà, c'est bon. Si je vais dire ça, c'est pas misogyne ou quoi, c'est vraiment l'époque qu'il veut. Mais il est un peu ouais. réduit à faire la cuisine avec Ouais, non, mais les c'est le femmes but, et ouais. ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu, il est montré, il est un peu réduit à faire la cuisine avec les femmes et le blague de service. D'ailleurs, pour Ouais, l'anecdote, vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais dans L'homme qui tue à Liberty Valence, il y a le gars qui joue le cowboy noir. C'est un gars qui s'appelait Woody, je sais plus son nom, mais il s'appelait Woody, et c'est de cet acteur que vient Woody dans Toy Story, quoi. non, Voilà, ouais, faites ce que vous voulez de cette info. Voilà, Strong. c'est une anecdote. Voilà, c'est ça? Ouais. Ok, ok, bah merci, c'est ça. Mais ouais, pour en revenir à L'homme qui tue à Liberty Valence, c'est un des premiers vrais films à subvertir les codes parce que d'une certaine façon, il arrive un peu au moment où le western commence à ouais, exactement. disparaître, mais Bah, c'est ouais, pour ça à qu'il y a le perdre de western cette superbe. spaghetti, le western spaghetti qui est la Exactement. suite logique au western américain parce que il fallait un truc nouveau, quoi. C'est ça, et puis le western spaghetti, quand c'est arrivé, là, ça a complètement changé. C'est-à-dire que lorsque t'avais, comment ça s'appelle, les westerns classiques, c'est-à-dire tous les films de Howard Hawks, de King Vidor, de John Ford et j'en passe, c'était des films assez lisses, quoi. C'était pas des. C'était des. Disons que c'était des divertissements populaires. C'est des chefs-d'œuvre, hein, mais c'était des films qui étaient d'abord pensés pour, euh, pour divertir le public et pas les choquer, parce qu'à l'époque, bon, les ricains c'était des petites natures. Mais, mais du Ouais. coup, lorsque
le western spaghetti est arrivé, c'est-à-dire que les années 60, ça a été un peu c'était le début des années un peu contestataires, c'est-à-dire que là, il y avait le fait que les gens ne se reconnaissaient plus dans des personnages tout lisses, dans des trucs tout propres, quoi. C'est-à-dire que les westerns classiques étaient un peu morts et démodés, quoi. Et du coup, t'as le western spaghetti qui arrive dans une période où les gens veulent quelque chose de plus brutal et en même temps réaliste. C'est pour ça qu'à ce moment-là, t'as du coup des films beaucoup plus sombres et crades, comme les films de Léon, les films de Corbucci, et j'en passe. Et à côté, le cinéma américain a un peu suivi en même temps cette métamorphose, parce qu'il y a eu des westerns. Bon, déjà, il y a eu le nouvel Hollywood, il y a eu Bonnie and Clyde voilà, qui est déjà un peu un western en soi. C'est un film de gangster mêlé à un western, et c'est un film qui montrait, comment dire, qui était un peu le premier film à montrer du cul, pas trop non plus, mais du cul quand même, et du sang. Et il y a eu cette violence, cette façon de montrer les choses, qui a fait que le western a évolué entre-temps, et qu'après on est arrivé avec des westerns américains qui, eux aussi, qui étaient pas comme les westerns classiques, quoi, c'est-à-dire beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures, comme les films de Peckinpah, quoi. Donc voilà. On va passer au sondage. Êtes-vous plutôt western italien ou western américain? Western camembert, sait-on jamais. Sébastien? Moi, je suis plus italien. Les films de Léon, ça m'intéresse plus. Voilà, Ok, Marco. italien, 100%. Ok, Jordan. Non, je partirais quand même sur l'Amérique du coup. Ok. Et Pablo, pour finir? Moi, je me suis pas assez expérimenté en western pour répondre. Donc, je vous dirai ça la prochaine fois. Ok, eh bien, perso, je vais faire original, je vais choisir western camembert. Non, je rigole. Non, Non, meilleur je western vais, Lucky Luke avec Jean Dujardin, de toute façon. Bah ça, c'est un western camembert, justement. Voilà. Non, mais plus sérieusement, perso, je suis tout aussi partagé que Jordan, c'est-à-dire d'un côté t'as Corbucci et Léon, c'est une maîtrise incroyable, de l'autre t'as quand même. Alors, maintenant que le débat a été vachement enrichissant et maintenant qu'il est fini, on va passer à on regarde quoi. Le principe, c'est que chacun d'entre vous va évoquer un film qu'il a vu récemment, qu'il adore, que ce soit une sortie récente ou quelque chose de plutôt vieux. Donc je laisse la parole à Pablo. Ok, donc alors, moi j'ai un film à vous conseiller que j'ai vu récemment, que j'ai trouvé exceptionnel. Donc c'est un film qui s'appelle Le Sommet des Dieux. C'est un film d'animation français qui est sorti en 2021. Donc c'est un film réalisé par Patrick Imbert, son deuxième film. Il a fait Le Grand Méchant Loup en 2017, qui est un film très sympa aussi. Mais du coup, Le Sommet des Dieux, donc c'est un film qui parle d'alpinistes. Et donc c'est l'histoire d'un reporter japonais donc, qui va retrouver un alpiniste disparu depuis très longtemps et qui va donc vouloir le retrouver et le suivre dans son expédition de l'Everest en solo. Donc écoutez, c'est un film totalement incroyable, ça m'a mis une claque, pas possible. L'animation est magnifique, mais surtout le discours et la façon dont est écrit l'histoire, le message autour est sublime. C'est vraiment, j'ai eu des frissons dans tout le film, je m'y attendais pas du tout. Je pense que c'est un des films d'animation qui m'a le plus touché de ma vie. Donc vraiment, allez regarder ça, Le Sommet des Dieux, 2021, excellent film. Ok, bah, Bah, j'ai pas vu D'accord, perso. d'accord. Eh bien, merci pour ta recommandation. Je l'avais pas vu, mais j'en avais entendu parler. Et, tu m'as donné pour le encore coup. plus envie de le mater. Donc, Je m'attendais jamais, je m'attendais à ça. de quoi? À de la qualité, à autant de qualité, je veux dire. À un film aussi incroyable. Ah, bah, écoute, tu donnes envie. Bon, et maintenant, je vais passer la parole à Jordan. Bah moi, fidèle à ma réputation, ça va être One Week de Buster Keaton. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Ah, Non. One Week. j'avais précisé en intro que Jordan était notre spécialiste du burlesque.
Ouais, ouais, Ah, on sait, hein. Et Buster Keaton est le spécialiste du cinéma. Eh bien, Le film, je suis sorti années 20 à peu près. Et en fait, le début c'est typique de Buster Keaton. Clairement, il va prendre une histoire un peu de la vie quotidienne, on va dire. Genre là, il vient de se marier, il doit entrer dans la vie, on va dire. Et en fait, c'est des gags un peu qui jouent avec les formes, qui jouent avec la profondeur de champ. Enfin, typiquement de Buster Keaton, si vous connaissez vite fait le cinéma, vous savez de quoi je parle. Et à la fin, il arrive, il a la scène de fin, tu vois, sans spoiler. Je sais pas si vous connaissez vite fait le suspense à la Hitchcock, quoi que tout le monde parle. Genre le suspense, c'est au lieu de surprendre le spectateur, tu vois, tu vas lui dire, il y a ça, genre il y a une bombe sous la table. Et tu sais que la bombe va exploser, mais tu sais pas quand est-ce qu'elle explose. Tu vois, ça c'est typiquement le suspense chez Hitchcock. Et tout le monde a dit, ça c'est Hitchcock qui a inventé ça. Et ben pourtant, 1920, t'as Buster Keaton qui fait exactement la même chose à la scène de fin. Avec un merci, parce que pour le coup, je l'avais pas vu alors que j'adore Buster Keaton aussi. Mais tu m'as donné envie de le regarder. Et puis, attends, c'est qui? Ouais, mais l'équipe. Le caméo. C'est pas vrai. Ouais, le caméo. C'est pas vrai. C'est reparti pour 46. C'est pas vrai. Ah, le Ah, caméo. est là. T'es un peu en retard, là. Bah ouais, mais gros, j'étais à la salle, je suis rentré, j'ai mangé, j'ai pris ma douche et tout ça. Moi, je suis un yes life, je suis pas comme vous. Ça y est, Là, désolé. C'est vraiment un gros gamin. Non, pas podcast. Ah, je T'es un gamin, rigole, vraiment. je rigole. Bon, ça parlait de quoi, là? Mec, Ça parlait du dernier truc de l'actualité, en fait. Enfin non, pas de l'actualité. Ouais, Dernier film qu'on a regardé. sciences politiques. Ça parlait de est-ce que le cinéma c'est un divertissement. Ah, ça m'intéresse. Moi, je suis calé sur le sujet. C'est ça. Ah, au divertissement. Moi, en vrai, je suis plus dans le cinéma. Alice, Et justement, on parlait de Buster Moi, je suis dans le Keaton, tu vois, ça tombe divertissement. Alice, faudrait expliquer aux auditeurs où on enregistre pour comprendre pourquoi il y a un gars qui se pointe à la fin du podcast. Alors, bien sûr, Ah, genre, on va laisser ce caméo. Ah oui, oui, Attends, Tout le monde, écoutez-moi, abat le divertissement et vive le 7ème art. C'est tout ce que D'accord. j'avais à dire. Vas-y, maintenant vous pouvez le ban. je valide à moitié ce message. Bah, en fait, c'est parce que quand tu regardes un film, toi, t'as envie de vivre une expérience et le divertissement, au final, ça gâche tout. Parce que toi, t'es là pour comprendre les personnages, vivre avec eux, leur histoire. Par exemple, regarde, tu regardes Antoine Doinel, ou je sais pas comment il s'appelle. Là. Est-ce que tu Antoine t'es diverti, Doinel, Anis Est-ce que t'es diverti quand tu le vois? Ça te divertit? Ah oui? Ah oui? Bah non, frère, ça Mais- non, c'est François Truffaut. c'est du cinéma, François Truffaut, c'est du cinéma. T'es pas diverti. Marwan, Si je me divertis pas, je Attends, me Marwan, fais va dans le chier, channel je suis d'au-dessus et on a bientôt fini. non mais attends, mais Marwan, t'as littéralement dit. Non mais Je suis attends, Allez. faudra qu'on garde le caméo de Marwan au montage. Non mais t'as littéralement Attends, dit. pour le les ci- auditeurs et les auditrices qui sauraient pas qui c'est, Marwan c'est notre petit Clermontois à nous. Ouais, c'est En moi. fait, on enregistre, Bonjour, Marwan. on enregistre dans un salon Discord où il y a énormément de monde, donc s'il y a des gens qui se pointent comme ça, c'est normal. Exactement. T'as dit le Je cinéma, suis c'est pour vivre Je suis la le main vie des gens. event de cette soirée. T'as dit. Voilà, Je suis un maintenant, je suis un happening. On s'attend. Exactement. Bon, du Bon. coup, Marwan, maintenant. Ouais. Allez. merci à toi d'être passé. Hein. Vas-y, allez, vamonos. Allez, Vas-y. bisous, gars. C'était tellement inattendu. Bref, Qu'est-ce on qu'on disait reprend. Coup de cœur d'Alice. Alors, on en est... Ouais, bah, je disais que j'étais plutôt fan de la recommandation de Jordan. Et puis, un truc que j'ai remarqué, mec, c'est que j'aime beaucoup ce truc que t'as de tout comparer à Hitchcock, genre... Et le pire, c'est que c'est pertinent. C'est genre, je me rappelle, j'avais lu une review Letterboxd de ce que t'as... Ah d'ailleurs j'ai fait un que t'avais nettoyage dans mes écrit reviews, sur, donc si tu veux en chercher une, ça se trouve tu la trouveras plus. Mais vas-y, tu peux enchaîner. De quoi?
Non, je dis juste que j'ai fait un Quoi nettoyage dans mes reviews, du coup, ça se trouve, si tu vas en chercher une ancienne, Merde. tu la verras peut-être plus. Ben, ah bah merde. Mais c'était Domicile conjugal de Truffaut. T'avais dit, ouais, quel plan me rappelle un peu Fenêtre sur cour de Hitchcock. Oui. Allô? Toujours tout comparé à Hitchcock et Mec, chaque fois, je ça me a dis, coupé. T'as coupé. de quoi? Merde. Non, non, Oh putain, Martin. de retour. Nick, va te faire. Qu'est-ce Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que Marwan a un gosse. Putain. Bref, je disais pour aller vite, Mais tu tu veux compares pas, tout à tu veux pas Hitchcock. passer ton coup de cœur. Mais oui, mais juste, tu compares tout à Hitchcock, ça a l'air foireux au début, mais à chaque fois c'est giga pertinent et j'aime bien ça. Bref, on passe à Marco. Ok, moi j'en ai deux. Est-ce que je peux en dire deux? Ouais, fait. vas-y. Deux rapidement. Alors, un de mes coups de cœur du début d'année, c'est Enthousiasme, un documentaire de Dziga Vertov Let's go. qui parle des mineurs de charbon dans le Donbass, donc des Ukrainiens. L'époque où c'était encore l'Ukraine, la bonne époque. Du coup, c'est un truc de ouf parce qu'en gros, c'est vraiment un génie d'innovation et de montage en fait, parce qu'il y a un truc qui est fou, c'est le décadrage de ses plans, etc. Quand il filme par exemple des cathédrales ou des trucs comme ça, où en gros pendant le début de l'URSS, c'était les 3 grandes années, ils appelaient ça, où Lénine voulait genre reconstruire le pays pendant 3 ans, et genre en gros tout le monde part miner et tout pour son pays et tout. Et c'est fou de montrer que en gros les Russes et les Ukrainiens, quand ils allaient aux mines de charbon, les mecs criaient des chants en mode ils sont contents de faire ça et c'est pour un peu leur économie et tout. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper fou justement son montage entre Lénine qui parle à la radio et ce que les mecs font dans la vraie vie, genre ils font exactement il essaie de les motiver, ils font exactement ce qu'il dit et tout. Et je trouvais ça captivant parce que c'est une époque importante de l'histoire de l'URSS et je trouve que Dziga Vertov c'est vraiment un génie de l'innovation et du montage parce que à tous ces longs métrages à chaque fois je suis un peu choqué de ce qu'il arrive à faire et ce qu'il arrive à changer dans son cinéma alors qu'on est dans les années 20-30 quoi. Et le deuxième c'était Goodbye Dragon Inn de Tsai Ming-liang. C'est un film taïwanais. Ah oui. C'est un film taïwanais un peu masterclass parce que c'est un truc tout banal. C'est que ça reprend. Ouais, ça reprend un film. Enfin, c'est la dernière projection d'un cinéma. Après, le cinéma ferme et ils mettent un classique chinois, Dragon Inn, c'est genre un classique du cinéma chinois. Et en gros, ça montre un peu le désintérêt et la banalité des gens qu'ont les gens à aller au cinéma et un peu oublier ce que c'est l'expérience en salle parce que c'est devenu désert. Les vieux, par exemple, qui étaient dans le film, etc., personne ne les reconnaît, tout le monde s'en fout du film. Et il y a de très longs plans séquences et de très longues séquences où c'est un peu le vide absolu. C'est juste montrer un peu l'horreur dans la banalité, quoi. C'est un peu montrer le fait que tout le monde se dissocie les uns les autres. Personne n'interagit avec les autres et qu'en fait, le cinéma, c'est devenu un peu un truc, un peu l'ombre de lui-même, quoi. Voilà. Et bah, Bravo. bon, pour le premier truc, Il m'a donné envie. Moi, Il dure 1h20 en plus, il est très court, mais il est très dense parce que les scènes durent Tu peux redire le extrêmement nom, s'il te longtemps. plaît? C'est Goodbye Dragon Inn. Merci. Et c'est un grand film. Mais le truc, c'est que pour Dziga Vertov, et on rappelle à nos auditeurs et auditrices que c'est grâce à Dziga Vertov qu'on a trouvé le nom de notre podcast. Et les films sont disponibles sur YouTube. Ouais, et qui est un génie un génie du documentaire et du cinéma. C'est vraiment un des premiers mecs à expérimenter le cinéma et j'adore. Ouais. Voilà. Et ouais, Dziga Vertov, faut que je vois ces films, donc tu m'as juste donné encore plus envie de le faire. Et, et Goodbye Dragon Inn, bah, je savais que t'étais dans ta période cinéma asiatique, mais Ouais, je regarde tu beaucoup m'avais pas Taïwan. dit que t'avais regardé du... Ouais, mais tu m'avais pas dit que tu regardais du Tsai Ming-liang.
Ouais, bah là, je me suis mis, j'ai pris j'ai emprunté des DVD là à la bibliothèque. J'en ai regardé genre 2 ou 3 avant, et là, je vais regarder en DVD là. Ça m'intéresse de fou. Putain. Écoute, c'est nickel ça, bah, superbe recommandation. Et du coup, Sébastien. Ouais, alors moi ça va être un film intéressant puisque ben je l'ai vu avec l'une des personnes ici présentes, voire deux si Marwan était encore là. Je pense que le J il voit très bien de quoi je vais parler. La masterclass C'est JT. Playtime, De Jacques sorti Tati. en 67 de Jacques Tati effectivement. Et niveau du pitch, j'ai pas trop envie de dire grand chose puisque ben c'est vraiment au spectateur d'admirer le génie de Jacques Tati. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est la géométrie de la caméra, la géométrie des plans. C'est parfait. Vraiment, il y a quasiment aucune imperfection dans les plans, dans les scènes. Vraiment, c'est fou. C'est une masterclass de réalisation, une maestria. Et, et voilà, un peu à la manière, encore une fois, je vais faire comme Jordan, je vais comparer Hitchcock. C'est que à la manière de Hitchcock, et ben le réalisateur Tati est dans le film, voilà. Donc comme Hitchcock lui aimait bien faire des caméos dans certains de ses films, et ben là Tati est dans son propre film et c'est énorme. Voilà, c'était le premier film que je voyais de Jacques Tati, comme Jordan, je crois. Ouais. Et ben, on a envie maintenant de continuer sa filmographie tant c'était du génie, Regardez, du génie tout ça. Bah, Faut déjà, regarder Monsieur Hello et mon oncle. déjà, ouais, dans Playtime, il y a l'idée des plans. Genre, c'est ultra précis, ultra calculé. Mais le truc qui je crois qui m'a le plus surpris, même si en soi je savais déjà ce qui se passait, enfin j'avais déjà lu des trucs sur le film, donc je savais que ça allait être comme ça, c'est que Jacques Tati c'est clairement l'héritage, on va dire, pour tout ce qui est burlesque, muet notamment, burlesque muet. Et déjà, forcément, il y a du Keaton dans le film, clairement. Il y a des gags, c'est clairement du Keaton. Mais j'insiste bien sur le burlesque muet, parce que le film, il est sonore, mais il est muet. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. dans le son, dans la captation du son, le son, il est incompréhensible. Genre, t'as des dialogues de partout, mais il y a une distance entre le point de vue du son, enfin, comment dire, entre l'origine du son et la caméra. Ce qui fait que en fait, Et on comprend pas le son. C'est un peu comme si dans la vie réelle, genre dans la vie réelle, tu marches dans la rue, s'il y a un gars qui parle sur le trottoir d'en face, tu vas pas comprendre ce qu'il va dire. Et bah dans le film de Tati, c'est exactement pareil. Ce qui fait qu'il y a quasiment aucun dialogue qu'on comprend réellement, et tout passe par l'image. Donc c'est pour ça que je parle de burlesque. c'est ça. C'est ça. Et je crois que tu as tout dit, Jordan. Mais ce qui est vraiment aussi marrant avec le film, c'est qu'il est vraiment imprévisible. Il se passait des choses, franchement, je ne pouvais pas les prédire. Les personnages, ils se retrouvaient dans des situations, mais vraiment, c'est imprévisible. Le nom le mot du film que j'ai retenu, c'est imprévisible. Parce que vraiment, on ne sait pas ce qu'on regarde et on ne sait pas comment ça va se finir. Voilà. Puis ouais, ça tourne en dérision. Bon, et bah, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, je vous emmerde de pas m'avoir proposé de voir le film. Non, je rigole. Mais Ils sont proposés. Alors que j'ai spam le groupe pendant 3 heures avec Ah ma ouais, Moi, voix j'avais pas vu. pour essayer de trouver quelqu'un. sur Discord ou sur Insta? Non, sur Insta. Non, sur Insta. Bah, j'avais pas vu. Si ça avait été Discord, j'aurais vu. Tranquille, tranquille. Non, mais je plaisantais de toute façon. Mais oui, Moi, j'ai et de deux, J'ai regardé Rubber à la place. Ouais, mais toi, quelle erreur. on rappelle que Rubber, c'est un film sur un pneu qui tue des gens avec des pouvoirs télépathiques. Ah là là, C'est sacré voilà, du vieux. c'est- sacré Quentin Dupieux. Ouais. Et pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Ah oui, ma recommandation, c'est documentaire. C'est Jodorowsky's Dune. J'ai regardé il y a quelques heures. Et je pense que c'est l'idéal de le regarder en ce moment, vu qu'il y a toute la hype autour de Dune et tout. Et Jodorowsky's Dune, déjà, c'est très intéressant parce qu'il revient sur l'un des projets avortés les plus
les plus grands du cinéma, les plus célèbres du cinéma, c'est-à-dire le Dune de Alejandro Jodorowsky, qui était un film, qui était un projet titanesque, qui était peut-être l'un des plus gros projets de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que c'était un film qui était pensé pour être complètement expérimental, c'était pensé pour durer au moins 10 heures. Alejandro Jodorowsky avait décrit ça comme sa manière à lui de retranscrire les effets de la drogue du LSD par exemple, parce que c'était une époque ultra psychédélique. Dune en soi est un roman assez psychédélique. Déjà le thème central du livre c'était un peu la drogue aussi. Mais voilà, et il y a des tas d'intervenants, ils ont vraiment réuni toute l'équipe du film n'avait pas pu se faire du coup, mais il y avait notamment Pink Floyd et des tas de groupes de rock comme Magma à la musique, il y en avait au moins 6 ou 7 des groupes de rock qui auraient dû composer différents thèmes selon les environnements, les personnages et tout. Du côté du storyboard, il y a eu notamment Erich Giger, qui est un grand plasticien suisse et qui est notamment célèbre parce que c'est le gars qui a imaginé le design du xénomorphe dans Alien. Ah ouais. On a aussi Mobius qui... Ouais, c'est lui. On a aussi Mobius qui est un grand illustrateur de BD de SF qui s'appelle aussi Jean Zero. On a aussi Chris Foss qui est également un grand illustrateur. On a... Et le truc c'est que, je vais pas tout dire hein, parce que sinon je vais juste spoiler tout le film, mais je vais vous dire un truc, c'est que ça m'a fasciné parce que c'était vraiment un film c'était un film documentaire assez passionnant sur l'ambition en fait, c'est-à-dire que c'est un projet qui n'a jamais pu se faire et qui a quand même payé parce que c'est non seulement devenu un mythe, mais c'est un truc qui est un peu comme le western en fait, même s'il est mort, continue de vivre. Parce que le Dune de Jodorowsky, après son annulation, quasiment toute l'équipe du film allait bosser chez Alien pour le Alien de Ridley Scott, et ils avaient repris notamment des designs et des éléments de scénario du Dune de Jodorowsky. Et c'est un passage du film qui dit sans le Dune de Jodorowsky, on n'aurait eu ni Alien ni Star Wars, et sans ça on n'aurait pas eu Blade Runner, et sans Blade Runner on n'aurait pas eu Matrix, ni quoi que ce soit d'autre. Donc ça montre que le Dune de Jodorowsky, même si il n'existe pas, ouais, il n'existe pas, il a redéfini la SF pour des décennies, quoi. Donc voilà, je vous conseille ce long métrage assez fascinant, qui est d'ailleurs dispo gratuitement sur YouTube. Merci Arte, mais c'est les Roya. Enfin bref, c'est donc la fin de ce podcast, de cet épisode 1. Ouais, c'était cool. Ouais. Merci à tout le monde, même à ceux qui n'étaient pas là et qui seront pas là, enfin qui seront là. Oh putain, Jordan, tu me déconcentres. Et merci à vous tous, les gars. C'était pour un projet qui se concrétise, c'était pas mal. Et j'espère qu'on va faire d'autres épisodes. Et franchement, j'espère que tu vas bien bosser sur le montage, qu'on ait un résultat final quali. Je te fais confiance. Let-moi cook, par contre. Allez, Vertov. Allez. Par contre, je sais pas combien de temps je vais mettre. Je vous dis, là, c'est la fin. J'ai 2h22 de rush. Non, au revoir les auditeurs et les auditrices. Ciao. Au revoir tout le monde. À la prochaine.